Si vous venez de commencer l'UFN, que vous venez juste d'installer le logiciel et que vous avez pris peur, que vous l'avez refermé, vous êtes tombé au bon endroit. L'idée c'est de ouvrir le projet, de tout découvrir depuis zéro, de découvrir même comment est-ce qu'on crée le premier projet et de finir avec ce que vous avez à l'écran actuellement, ce qu'on va créer pendant la vidéo. L'idée c'est de vous présenter l'UFN en même temps que je crée vraiment un tout petit mode de jeu pour vous montrer comment ça fonctionne avec des choses les plus concrètes possibles. La première chose qu'on voit quand on ouvre notre UFN, c'est cette page-là. Donc elle permet de voir tous les projets qu'on a. Un projet, c'est quoi? C'est littéralement une map. Donc chaque map est un projet, et ce projet il peut être rangé dans différentes équipes, que j'expliquerai plus tard. Donc ici on voit qu'il y a les projets récents, donc tous les projets auxquels on a accès, et qu'on peut ouvrir. Ensuite ici on a les templates, donc quand on veut créer une map, généralement on ne part pas de rien. Surtout quand on commence, on peut partir par exemple d'un modèle de Tilted ou de Greasy Groove ou voilà plein d'autres modèles de map qu'on peut ouvrir et commencer à éditer. Ou alors on peut partir de quelque chose de plutôt vide. Ensuite on a les modèles de marque. Ici on voit qu'il y a beaucoup de choses Lego notamment en ce moment. C'est des modèles avec tous les partenariats qu'Epic a fait. Les features example, c'est des démonstrations par Epic Games, des possibilités à faire. Donc ici par exemple on voit qu'ils ont une map introduction à l'UEFN, une map animation, séquence jour, etc. Et il y en a pour un peu tout. Là, on voit qu'il y a des exemples de jeux déjà faits qu'on peut visiter pour voir comment c'est fait dedans. C'est tout expliqué, c'est assez bien fait. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un nouveau projet. On va partir de quelque chose de blanc. Allez, on va faire ça. Juste ici, on va nommer le projet. Donc pour nommer le projet, on ne peut pas mettre d'espace. Ça ne marche pas. Il faut les remplacer par des tirets du 8 en général. Moi, je vais l'appeler projet formation 1. Donc on va cliquer sur créer, là ça va se créer. Hop, nous voilà dans l'UFN. Donc quand on arrive, on a cette fenêtre là. Donc je vais essayer d'expliquer un peu rapidement. La première question qu'on se pose généralement c'est ok, comment est-ce que je me déplace? Paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça au début. Donc la manière de déplacement sur l'UFN, il va falloir prendre la souris, la mettre dans le hublot. Donc c'est cette case là où on voit la map. Tenir appuyé sur clic droit. Donc faut pas appuyer, faut vraiment tenir appuyé comme ça. Et on voit que là si on bouge la souris, on peut faire bouger la caméra et regarder autour. Et ensuite pour se déplacer c'est très simple. On tient toujours le clic droit et on appuie sur nos flèches de déplacement. Si vous avez un clavier en AZERTY, c'est-à-dire que les premières lettres sont A, Z, E, R, T, Y, généralement vos touches pour avancer sera Z, S pour reculer, D droite et Q gauche. Si vous ouvrez l'UFN pour la première fois, ce ne sera pas le cas. Donc pour changer ça, on va aller ici dans Edit, Edit Preferences, donc c'est les paramètres de notre UFN, nos préférences. Et là vous allez descendre dans Keyboard and Shortcuts, juste ici. Et là ça se trouve tout en bas normalement. Donc vous pouvez vraiment prendre vos curseurs juste en bas. Et là vous allez voir Viewport Navigation, donc la navigation dans le viewport, le hublot en français. Donc pour le déplacement, ce que vous allez mettre c'est S pour backward, vous pouvez mettre les touches que vous voulez évidemment, mais c'est des conseils. En avant Z, left Q et droite D. Et ensuite, je vous conseille fortement pour descendre et monter de mettre A et E. Donc en fait, si vous appuyez sur Z avec vos deux doigts, vous pouvez appuyer sur A et E pour monter ou descendre la caméra en même temps. C'est assez pratique. Sinon, vous serez obligé de monter votre caméra, enfin de faire quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que ça ressemble à ça. Donc vous appuyez sur clic droit pour vous déplacer. Z, vous allez en avant. Et là, si vous appuyez sur E, en fait, vous allez pouvoir monter en même temps. Si vous n'avez pas cette touche A et E pour descendre, vous allez devoir faire ça. Ou ça, visez vers là où vous voulez aller, avancer, ajuster votre caméra, c'est vraiment pas pratique quand vous voulez travailler sur quelque chose de précis. Donc je conseille d'avoir ces touches asignées. Donc ok, c'est cool, on sait se déplacer. Maintenant c'est lent, c'est ou trop rapide selon ce qu'on veut faire, c'est pas très pratique. Donc pour régler la vitesse de la caméra, on appuie ici. Et on voit qu'en fait ici on peut ajuster la vitesse de la caméra. C'est bien, mais des fois on veut avancer, s'arrêter, travailler doucement, hop, on baisse, on se déplace, pas pratique. Raccourci à connaître important, c'est la molette de votre souris. Donc la molette, c'est le petit truc rond qui est entre vos deux clics de votre souris. Et que quand vous appuyez sur clic droit et que vous faites bouger votre caméra comme ça, vous allez monter votre molette vers le haut.
et vous voyez que la vitesse de la caméra en haut elle augmente. Si je descends vers le bas, la molette, on voit qu'elle descend. Donc là on voit que je vais quand même assez vite parce que j'ai vraiment la vitesse super haut. Mais si je la descends tout doucement, vraiment bas, je vois que je vais vraiment plus avancer très vite et presque plus. Là j'accélère et je décélère. Ce qui veut dire pour se déplacer, je maintiens le clic droit, j'appuie sur Z, je veux accélérer molette vers le haut, je veux décélérer molette vers le bas. Ça paraît bizarre au début, mais vous allez voir qu'avec le temps ça va devenir complètement naturel et vous y ferez même plus attention. Maintenant, on sait se déplacer, on peut vite changer la vitesse de la caméra, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on veut faire en général pour construire une map, c'est poser des éléments. Quand on arrive en créatif, tout de suite, on ouvre le tiroir à contenu de notre téléphone, qu'on a si vous avez joué au mode créatif, et on peut poser des murs et des appareils qui nous permettent de faire des systèmes. En UFN, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. On n'a pas de téléphone sur lequel on appuie, on a un tiroir à contenu, donc Content Drawer en anglais. Vous allez appuyer dessus, ou alors un bon raccourci, c'est CTRL et espace. Ça permet de l'ouvrir et de le fermer super vite. C'est utile plutôt que toujours descendre la souris ici. On voit qu'il y a plusieurs dossiers. All, donc c'est le dossier complet et principal de votre projet. Donc celui-là, vous l'aurez toujours ouvert en général. Ensuite, le dossier de votre projet. Donc là, tout ce que vous allez importer dans la map, ce sera dans ce dossier-là et dans des sous-dossiers. Tout ce que vous allez importer, c'est-à-dire que c'est vos images, les sons, les textures, les matériaux, peu importe, tout va être dans ce dossier-là. C'est tout ce que vous y rajoutez. Ensuite, on a un dossier Fortnite et Epic. Ça, c'est ce que Epic et Fortnite, du coup, nous mettent à disposition pour créer nos maps. Donc si j'y ouvre, je vois qu'on a plein de dossiers et qu'on a audio, balance, companions, inventory, enfin on a plein de choses, dont deux sur lesquels on va s'attarder tout de suite. Galerie, où on retrouve toutes les galeries qu'on peut voir en 1.0 simplement, donc en créatif. Donc on voit qu'elles sont triées par catégorie, donc on voit qu'il y a des catégories, je sais pas si je prends dans la catégorie building, la galerie château A, je peux l'ouvrir, et je peux poser un élément. Donc admettons là je pose un mur, voilà, là j'ai un mur. Autre dossier qu'on va beaucoup utiliser au début en général, c'est le dossier props. Là ça nous permet d'avoir les props mais sans les galeries en fait, rangées par catégorie, plus ou moins utiles. C'est des variantes, faut que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ensuite on a le dossier préfab, ce qui doit être ici, donc avec les différents préfabriqués qu'on a, donc c'est des bâtiments déjà faits qu'on peut poser dans la map. Et on a device qui doit être par là, donc appareil en français, avec les différents appareils qu'on connaît en créatif, triés toujours par catégorie, pour faire nos systèmes. Donc ça c'est vraiment la base. Donc maintenant on a posé un mur, changement total par rapport au créatif, on a un widget de flèche et on ne peut plus prendre le téléphone et déplacer les choses. Donc pour déplacer un mur, c'est assez intuitif, les flèches pour déplacer sur les différents axes, haut, bas, etc. Et on voit qu'on a ces petits angles ici qui peuvent s'avérer très utiles, où en fait ils nous permettent de prendre deux flèches en même temps. Donc là par exemple je vais prendre la bleue et la rouge en même temps. Donc je vais pouvoir déplacer et comme ça en même temps. Donc généralement faire des diagonales c'est pratique. Donc ça marche partout. On voit que je peux le déplacer comme ça, ou même comme ça. Et enfin le petit point blanc central, c'est liberté totale. Toutes mes valeurs bougent. Et donc on voit qu'ici la location, donc la position dans ma map, change. Là je vais appuyer sur la petite flèche pour remettre à 0, ce qui veut dire que ça va centrer mon mur par rapport à l'origine de mon monde. Donc là on voit qu'il est en position 0, 0, 0. Donc en plein centre de mon monde. Maintenant on a ce mur, c'est cool, mais on va peut-être vouloir construire une maison ou quelque chose. Pour ça on va le décaler des plaques d'apparition. Admettons on va le mettre là. Et on voit, vous c'est peut-être pas le cas, que quand mon mur bouge, il bouge d'un certain cran. Là je sais pas si vous voyez, et je peux pas le mettre, par exemple si je veux le mettre entre les deux, là je ne peux pas, il déplace d'un cran. Ça c'est dû à la grille. Ça existe aussi sur Creatif, mais c'est un peu différent sur Fortnite. Enfin sur l'UFN pardon. On voit ici qu'on a différentes grilles, donc on a un paramètre de grille avec différentes valeurs. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. Déjà, là on voit que si je désactive ce petit carreau bleu, donc là le carreau la grille elle est blanche, je vais avoir la liberté de mon mur, c'est-à-dire que je peux le déplacer
sans que ça fasse de clip. En fait, vraiment le mur se déplace, je peux le mettre exactement là où j'ai envie de le mettre. Si par contre j'active ma grille, là on voit que ça refait les sauts comme tout à l'heure. Et la grille qu'on utilise beaucoup, notamment pour les murs, c'est la 128. 128, elle permet de faire quoi? En fait, 128 en unité forte. En fait, un sol fait 512 par 512. Donc 128, vu que 128 est un diviseur de 512, ça nous permet de déplacer les murs sur une grille correcte. C'est-à-dire, par exemple, là, si je veux mettre un mur à côté, déplacer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Parce que 128 x 4, ça fait bien 512. Si je me mets sur la grille 512, ça va directement le décaler d'une case. Voilà. Généralement, on prend 128, ça nous permet d'avoir de la liberté. Par exemple, si on veut le tourner pour le mettre, le centrer comme ça peut servir. Mais ça, c'est important à comprendre, le système de grille, c'est pas comme sur Fortnite. Plus on descend, plus la grille va être faible, plus on augmente, plus ça va être grand. Donc par exemple 512 c'est la taille exacte d'un sol, mais si on met 256 par exemple là le mur va avancer d'un demi, donc il va arriver pile là en un seul clip, enfin en un seul cran, donc voilà. Ensuite après qu'on ait créé ces premiers murs, on va probablement vouloir faire des rotations pour en tourner. Donc pour faire la rotation on a un petit widget ici, pareil, même système que les grilles, on a un système de degrés, on laisse super souvent sur 45 degrés, c'est très courant. Donc pour faire ça on va prendre ce widget là. Donc ici on fait nos paramètres comme on veut, et pour passer en mode rotation, là on voit que je peux pas tourner, je peux uniquement le déplacer, on va cliquer ici. On voit que quand on clique là, ça nous affiche aussi le petit raccourci clavier, dans la petite case grise, dans mon cas c'est E. Donc si je suis en mode flèche comme ça, et que j'appuie sur E, je vais pouvoir tourner mon mur comme je veux. Et on voit que là, chaque rang du mur, c'est comme pour les grilles, tourne de 45 degrés. Et si je change et que je mets par exemple à 90, il va tourner de 90 degrés. Pas très compliqué à comprendre. Pareil, si là je désactive, je vais pouvoir le tourner exactement comme j'ai envie. Il n'y aura pas de grille ou quoi que ce soit. Je serai vraiment super libre. Donc là, je vais essayer, pour le remettre bien, je vais faire comme tout à l'heure, je vais réinitialiser cette fois pas la position, mais la rotation, donc flèche. Et là, on voit qu'il revient à 0, 0, 0. Donc 0 degré sur les trois axes de rotation. Donc il est à sa position d'origine. Ensuite, il y a encore une autre notion à voir, c'est ce petit truc-là, le Fortnite Cell, ça s'appelle. Donc en fait, ça c'est la grille de construction Fortnite. Sur Fortnite, évidemment, il y a des constructions, et quand les joueurs vont construire, ils vont construire sur une grille très précise. Et cette grille très précise, c'est ça, c'est la Fortnite Cell. Ce qui veut dire que si vous mettez votre mur avec ce truc bleu-là, donc là par exemple, si je vais décaler mon mur, boum, on voit qu'il tombe pile poil, bon là en l'occurrence c'était déjà le cas, mais il tombe pile poil sur la grille de, de la map, qui est l'endroit où on va construire. Ça veut dire que si un joueur veut poser un mur au-dessus là, il va pouvoir construire par exemple un mur en bois juste ici, parce que ça sera exactement aligné. Si je n'avais pas ça, et que par exemple ici j'étais en 256 et que je décale mon mur d'une moitié, le joueur va pouvoir poser un mur là, un mur ici, un mur là et un mur là, mais pas sur ce mur-ci. Donc voilà, il faut faire attention si vous construisez des maps en 1v1 ou des choses comme ça où les joueurs peuvent construire, il faut faire très attention à bien avoir le Fortnite Cell activé ou non. Et bien noter que s'il est activé, il ne prend plus du tout en compte ça. Ce qui veut dire que là, même si j'ai ça désactivé, il continue à bouger d'une case entière et d'une grille Fortnite. Autre chose, petite spécificité, quand on l'a activé, on voit que là, si je tire, hop, il change de sens. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez, mais en fait, il fait une rotation sur lui-même. Ce sera peut-être plus clair si je le mets là. Là, on voit que j'ai ce côté-là ici, et ce côté-là là. Et si je tire un peu, le mur, il va se déplacer ou se tourner. Ok. Donc en fait, c'est quand on tire, on peut le déplacer et ensuite le retourner juste en faisant ça. Ça permet de construire un peu plus rapidement. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il ne prend pas que vous ayez la grille active ou pas. Si vous allez à Fortnite Cell, vous pouvez pas le déplacer librement. Donc là, même si je désactive, vous voyez que ça continue de faire effet. Maintenant qu'on a vu comment déplacer et tourner un mur, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais pour déplacer, si vous êtes sur la rotation comme ceci, vous avez juste à cliquer sur ici le petite flèche. Donc moi mon raccourci clavier c'est W, si vous me voyez passer de l'un à l'autre comme ça, c'est juste que j'appuie sur mon clavier pour passer de l'un à l'autre. Et vous pouvez simplement le transformer à nouveau. La dernière chose très importante, l'outil de base, c'est vraiment la taille. Les murs, on change rarement la taille, mais il y a tout plein de props ou de choses pour lesquelles on change la taille. Donc là, ça fonctionne toujours de la même manière. On clique sur l'outil de redimensionnement. Donc on voit que mon raccourci clavier c'est R. Et je peux l'agrandir, l'élargir ou l'épaissir, deux valeurs en même temps, ou
le tout en même temps. Pareil, je réinitialise la taille, il revient à son origine. Là, c'est toujours la même chose. On a ici cette valeur de grille de redimensionnement qu'on peut activer ou désactiver. Et donc on voit que là, il est désactivé, donc je peux augmenter sa valeur comme je veux. Mais par contre, si je définis ça sur, admettons, 0,25, il va s'agrandir à chaque fois d'un cran de 0,25. Donc on voit que par exemple là, je l'agrandis de 2 crans de la hauteur, donc couleur verte. Et ici, 2 fois 0,25, ça fait bien 0,5 en plus, vu que c'était déjà 1. Pareil, si j'essaye de le faire un cran dans l'autre sens, voilà, il est bien passé à 1,25. Donc c'est important de comprendre ces notions de grille, parce qu'elles nous permettent de faire des choses très précises, sans avoir à galérer à déplacer les murs. Là on voit que du coup, pas déplacer, sans avoir à placer des murs comme ça, c'est pas évident, c'est pas facile, donc il faut vraiment les utiliser. Maintenant qu'on a appris à se servir vraiment des toutes bases, on va directement essayer de commencer par créer une map toute simple pour voir un petit peu le fonctionnement de l'UFN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par placer un peu d'herbe pour faire comme un jardin. Donc pour ça, plusieurs solutions. Il y a le landscape, pour ceux qui connaissent donc le terrain Fortnite. Moi, je vais pas l'aborder maintenant, on va faire plus simple. On va ouvrir le tiroir à contenu, donc CTRL espace, je rappelle. Je vais aller dans mon dossier Fortnite ici, donc ce que Fortnite nous met à disposition pour créer nos maps, et je vais directement taper grâce, donc herbe en anglais, et ça va me trouver des sols qui ont de l'herbe directement. Donc moi, je vais prendre, je sais pas, un peu au pif celui-ci. Et là, on voit les problèmes. J'aurais voulu qu'il soit sur la grille, et c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vouloir construire sur la grille 128. Sans le Fortnite Cells, ça ne m'intéresse pas pour le moment, et je vais vouloir le remettre sur la grille d'origine. Par exemple, admettons si je l'ai déplacé comme ça, ouh là là, il est plus du tout centré comme il faut. Donc même si je prends ma grille et que je le déplace, je vais pouvoir les associer, mais là on voit que c'est décalé, c'est pas droit. Donc il y a un petit raccourci clavier pour ça qui s'appelle CTRL et Fin. Donc Fin, généralement, c'est au-dessus de vos flèches. En fait, ça permet de remettre le sol sur la grille. Donc là, on voit qu'il est encore au-dessus, mais ça, c'est parce qu'il est un cran au-dessus. Donc là, je vais juste l'abaisser et boum. Là, on voit qu'il est bien revenu sur la grille et il a plus une position, par exemple, comme ça. Où là, on voit que même si je prends ma grille, bah, c'est pas aligné, ça fait bizarre. Donc je peux sélectionner les deux. Pour sélectionner deux objets en même temps, je maintiens appuyé Shift et je peux sélectionner un deuxième élément. Si je veux en désélectionner un, avec Shift, on voit que si je rappuie, ça désélectionne pas. Je vais appuyer sur CTRL et je vais pouvoir désélectionner ou resélectionner. CTRL a les deux fonctions, mais Shift permet uniquement de sélectionner plusieurs éléments. Donc là, j'ai deux éléments sélectionnés. CTRL, Fin, et je reviens sur ma grille 128, et je peux replacer les sols comme je veux. Donc là, je vais faire un petit carré assez simple. Là, vous voyez que, oh, magie, ça s'est dupliqué. Comment est-ce qu'on fait ça? Première option que la plupart des gens utilisent, CTRL-C, CTRL-V, là il y a deux sols, et je peux le déplacer. CTRL-C, CTRL-V, là il y a deux sols, je peux le déplacer. Ça marche, mais c'est très très long. Une solution qui est simple pour dupliquer les différents sols, c'est d'appuyer sur Alt. Donc à gauche de votre barre espace, vous avez une touche Alt, vous appuyez dessus, prenez votre flèche, donc là je maintiens Alt, et vous glissez, et le sol va se dupliquer. Là je relâche Alt, donc là j'appuie pas, et je vois que je peux le déplacer. Et en fait, dès que je vais appuyer sur Alt, ça va me permettre de déplacer des éléments. Donc là, Alt, je prends ma flèche, je décale, et boum, j'ai un nouveau sol qui apparaît. Maintenant, je vais sélectionner ce sol-là, Shift, celui-ci, Shift, celui-ci. Donc là, j'ai maintenu appuyé Shift, Alt, et boum, j'ai tout déplacé. J'ai créé un carré parfait. Enfin, créé un petit carré d'herbe. Maintenant, admettons que je veux que ça soit plus long. Je veux faire plus d'espace. Première option, j'appuie là, Shift, donc je maintiens Shift et je sélectionne tout. Trop long, pareil, on essaye d'optimiser un petit peu notre temps. Vous appuyez sur CTRL et ALT, et avec votre souris, vous allez appuyer comme ça, et vous allez faire un carré, comme si vous étiez sur votre bureau Windows. Et là, vous voyez que ça a tout sélectionné ce qu'il y avait dans la zone. CTRL ALT, je rappelle le raccourci, et je peux déplacer, comme ça. Donc là, c'est bien, mais admettons, je vais encore agrandir ce carré. J'ai déjà tout ça de sélectionné, mais j'aimerais bien rajouter encore ça. Donc là, on voit que si je fais CTRL ALT, ça m'a bien sélectionné ça, mais ça a enlevé ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL ALT, et en plus de ça, on va rajouter Shift. Donc Shift qui nous permet de sélectionner plus d'éléments, et là, en ayant appuyé sur les trois touches en même temps, je fais une zone, et boum, j'ai vraiment tout sélectionné. Donc là, je rappuie sur mon W pour reprendre mon widget, je maintiens mon Alt pour dupliquer, je prends ma flèche, je glisse tout, et voilà. Et j'ai un immense espace qui m'a pris, si j'avais pas passé le temps à expliquer, 10 secondes à faire, alors que ça m'en aurait probablement pris une ou deux.
minutes si j'avais utilisé mon CTRL-C tout le temps et en plus j'aurais eu mal au doigt. Donc là je vais enregistrer juste ici pour que si je ferme mon projet et que je réouvre, je verrai bien tout ça à nouveau. J'ai mon carré d'herbe, maintenant je sais pas, je vais ajouter un arbre. Donc pareil, là je vais cliquer sur la croix, je vais chercher un arbre, donc tree en anglais hein, pour arbre. Je vais pas faire quelque chose de très pertinent, je vais enlever ma grille pour pas qu'il se place sur la grille pour le coup. Je vais prendre, je sais pas, je trouve que cet arbre là a une jolie couleur et je vais le placer là où je veux, par exemple ici. Ensuite je vais prendre mon jet, donc W, et je vais sélectionner ici, Alt, dupliquer, et j'en mets plusieurs. Une bonne habitude à prendre pour les arbres, peu de gens le voient, mais moi j'aime bien le faire. On appuie sur E pour prendre le widget de rotation. On enlève notre grille de rotation ici, donc on laisse en rotation libre, et on met un petit coup de rotation aléatoire, ce qui permet de donner un effet un peu, c'est pas les mêmes arbres partout, et puis on peut un peu les incliner, c'est toujours un peu plus réaliste. Moi j'incline surtout les palmiers, mais après vous faites comme vous voulez. Une fois qu'on a ça, on va essayer de rajouter, je sais pas, au milieu, on va faire un petit feu de camp. Donc allez, fire. Hop. Et qu'est-ce qu'on a comme feu de camp de sympa si je descends? Le fire camp comme ceci, il ira très bien, et je le pose. Et là on voit que, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des ronds, bizarre. Il y a un logo son, il y a des choses de nouveau. Donc déjà, ce petit logo son, il veut simplement dire que votre props, donc votre objet dans votre scène, elle émet du bruit, constamment. Là, en l'occurrence, c'est probablement le bruit de crépitement que le feu a quand il est allumé. Ensuite, on voit qu'il a une bulle blanche autour qui est un peu bizarre. Et cette bulle blanche, en fait, ça veut entre autres dire que il a des paramètres, cet objet. Donc là, on voit qu'on peut faire des réglages dans notre feu de camp. Donc je vais pas m'y attarder en détail, mais par exemple, health per pulse, donc le nombre de vies qu'on récupère par pulsation de feu, donc par seconde quand on est devant le feu. Moi, je vais mettre 10 par exemple. La campfire zone size, donc là en fait c'est ça la zone blanche, c'est la taille pour laquelle le feu a une influence. Donc moi je vais la mettre à 2,5 mètres, toute petite. Et il y a tout plein de paramètres avec des booleans, donc soit c'est vrai, soit c'est faux, des valeurs qu'on peut changer avec un maximum et un minimum, et des valeurs de type défilante, je ne sais pas comment on appelle ça, où on peut sélectionner parmi plusieurs options. On voit aussi qu'il y a des fonctions des événements, pour ceux qui connaissent, on y reviendra juste après. Hop, super, on a un petit feu de camp, je vais rajouter une barrière, donc contrôle espace, une petite barrière, donc barrière en anglais. Alors je vais taper en anglais, sinon il va pas trouver ce que je voudrais. Une petite barrière en bois, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais taper wood barrière, je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà. C'est un peu apocalyptique, mais ça le fera à l'affaire. Donc là, je vais lui mettre une petite inclinaison. Je la déplace, donc W pour passer à mon widget transform, moi. Je vais en mettre une autre de l'autre côté que je vais donner une autre orientation. Hop, et voilà. Et donc là, je vais vouloir que mon joueur s'approche un peu plus près. Donc je vais supprimer une plaque d'apparition parce que j'ai envie d'apparaître sur une seule plaque, vu que je suis tout seul, j'ai pas besoin de plus. Je lui mets une rotation pour que le joueur apparaisse en face du feu de camp et je le fais apparaître là. On va rajouter un petit bush. Hop, voilà, par exemple, hein, que je vais mettre un petit peu dans le sol pour que ce soit un peu plus réaliste et que je vais rétrécir donc E et je le rétrécis d'un cran, donc de 0,25 pour qu'il soit un peu plus petit. CTRL S, ça enregistre, important, ne pas oublier. A noter aussi que par défaut, votre UFN, de temps en temps, il va enregistrer tout seul. Vous verrez que là, ce qui vient d'apparaître, le chargement, par défaut, je crois que c'est 10 minutes, vous pouvez le changer dans vos préférences. Il va enregistrer automatiquement pour pas que si jamais vous ayez un crash ou quelque chose, vous perdiez toute votre progression. Donc maintenant, je vais mettre des murs tout autour de ce petit espace. Donc CTRL ALT, je vais sélectionner les murs que j'avais mis là. Et je vais, là on voit qu'il en manque 3, donc je vais prendre 3 sols. Hop, comme ça. Hop. J'appuie sur ALT, je prends ici, je duplique. Et là on voit que ma rotation elle est pas bonne. Donc là par exemple, il faut mettre un angle de 90 degrés comme ça. Et pour gagner un peu de temps, vu que c'est un carré, j'y ai pas pensé, je vais faire CTRL ALT, le carré, tous mes murs en même temps. Ensuite j'appuie sur E pour mon orientation. Là je fais Alt, ça marche aussi. Là je Alt et je vais tourner. En fait quand on va faire une rotation, ça va aussi marcher comme si on le faisait bouger. On peut aussi faire tourner les éléments. Donc là comme ça.
Alt, je vais y passer en face. Hop, comme ceci. Et E, Alt, pour mettre une orientation de 90, et je vais reculer jusqu'à à peu près ici. Hop, parfait. Donc là, on voit que j'ai quelque chose d'assez propre. Donc là, admettons maintenant que je veux une cour de château, ou je sais pas. Je vais cliquer sur un mur, et j'aimerais bien tous les sélectionner. Alors oui, je peux faire CTRL, ALT, prendre ça, CTRL, ALT, SHIFT, prendre ça, trop long, trop long. On prend un mur, CTRL, SHIFT, A, et j'ai tous les murs du même élan. Si jamais vous avez un peu du mal avec les raccourcis clavier, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, sur l'UFN ça fait vraiment gagner beaucoup de temps je trouve. Vous allez en haut dans votre onglet Select, et nous ce qu'on a utilisé c'est ça, c'est All Same Class, donc tout de la même classe, avec CTRL SHIFT A, et vous voyez que vous pouvez faire par plusieurs autres types, par exemple avec la même lumière, avec le même matériau, avec le même Skeletal Mesh ou avec le même Static Mesh. On les utilisera plus tard, promis. Donc moi, juste CTRL, SHIFT et A, je sélectionne tous mes mêmes éléments. Là, je vais appuyer sur W pour retrouver mon widget comme ça. Je vais, hop, les étirer vers le haut. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffira, on va pas surcharger la map. CTRL S, et j'enregistre. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on va essayer d'ajuster un premier système simple. Je sais pas, moi, on va aller voir dans les devices. Fortnite, on va descendre dans les devices, donc les appareils, on va déplier le dossier, et on voit qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Moi, je pense que pour l'exemple, ça peut être pas mal de avoir une téléportation quelque part. C'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement des appareils. Donc là, je vais tourner mon téléporteur, le monter pour qu'on apparaisse ici. Je ferai une vidéo détaillée sur chaque device, comment il fonctionne. Mais dans ce cas-là, si vous utilisez un téléporteur, vous pouvez juste les mêmes paramètres que moi. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que un bouton me fasse téléporter ici quand j'appuie dessus. Donc je vais faire téléport groupe. J'ai pas besoin de groupe de téléportation, j'expliquerai dans la vidéo des failles ce que c'est. Donc je vais mettre none et none. Visible, les effets, tout ça, dans mon cas, je m'en fiche complètement, donc je vais tout sauter. Activer pendant la phase, moi je veux que ça soit tout le temps activé, ma phase, je veux qu'on puisse tout le temps l'utiliser. L'équipe qui peut l'utiliser, pareil, je veux que tout soit simple. Je vais pas aborder les trucs dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est juste de présenter rapidement les fonctions et les événements. Donc là, dans mon cas, je vais utiliser une fonction qui s'appelle téléport, et je vais y ajouter un élément. Donc, j'ai dit que je voulais un bouton. Donc là, je vais cliquer sur mon dossier device, je vais chercher bouton, donc button en anglais. Voilà. Je vais en placer un juste ici. Hop, mettre un peu en l'air. Et je vais le configurer. Là, si je remonte dans mes paramètres, pareil, je vais le passer vite, j'en ferai une vidéo détaillée. Le temps, pendant combien de temps est-ce qu'on appuie sur le bouton? Je vais mettre 3 secondes. C'est beaucoup, mais je vais mettre 3 secondes. L'équipe, peu importe laquelle. Est-ce qu'il fait du son? On peut mettre oui. Là, je vais mettre téléport. To. Je vais mettre overside of the fire camp. Juste fire, sinon ça commence à être long. Mais vous mettez ce que vous voulez. L'inversion de team, tout ça, je vais sauter, j'en ai pas besoin. Activer au début du jeu, je vais laisser sur oui. Visible, je veux que mon bouton, je le vois, sinon je pourrais pas appuyer dessus. L'interaction de radius, je l'expliquerai dans une vidéo. Enable, tout ça, j'en ai pas besoin. Bon, j'ai une faille, un bouton, maintenant il faut que je connecte les deux. Comment je vais faire? Donc j'ai dit que dans ma faille, j'avais vu qu'il y avait une fonction téléport. Pour utiliser cette fonction téléport, je vais cliquer sur le petit plus ici. Et là, boum, on voit que j'ai un élément et que je peux sélectionner quelque chose ici dans ma main. Donc là, ça fait beaucoup d'objets différents. Mais si je tape dans la barre de recherche ici, button, on voit que je vais trouver le bouton que je vais pouvoir sélectionner. En général, moi je me sers plutôt de la pipette juste ici. En fait, ce qui va me permet de faire, c'est que si je clique dessus, là on voit sur mon hublot que j'ai une petite pipette. Elle va me permettre de cliquer sur ce que je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais aller sur mon bouton, cliquer dessus, et là on voit que boum, il est ajouté. Beaucoup plus simple pour se repérer, même si je conseille fortement de renommer les éléments dans votre map, j'expliquerai juste après pour l'organisation. Button, donc là c'est bien, mais on voit qu'il y a juste le button, elle est associée au bouton, mais sans plus de détails, ici on voit qu'il y a none, donc ça ne va pas marcher dans l'état actuel. Et on voit pour le bouton, c'est assez simple, il y a un seul événement, c'est on interact, donc à l'interaction.
Pour le bouton, en fait, la seule chose qu'on peut faire avec un bouton, c'est appuyer dessus et c'est tout. Pour d'autres devices, on verra qu'ici, il y aura beaucoup plus d'événements, mais dans notre cas, on commence avec simple. Donc là, ce qui va se passer, c'est quand le joueur, ici, va appuyer sur le bouton, on voit qu'il y a l'icône du son, donc le bouton va émettre un petit son. Quand il va appuyer dessus, ça va déclencher l'événement du bouton. Donc là, je clique sur mon bouton, si je descends, l'événement du bouton on interact, et on voit que ça va téléporteur, donc la faille, téléporte, donc téléporter le joueur à la faille. Ça, c'est la logique des devices de l'UEFN. Ce que je propose de faire, c'est qu'on va déjà tester tout ça. Donc comment on fait pour tester? On a bien enregistré, on va lancer la session. La session, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va aller voir en jeu, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que rend notre scène? Pour faire ça, c'est un des premiers boutons qu'on voit, Launch Session, vous allez juste appuyer là-dessus, et ça va vous ouvrir une session, et, vous apparaîtrez dans la map. Donc juste avant ça, quelques paramètres pour lancer la session, 3 petits points. Live Edit, donc quand vous allez faire une modification dans votre session, ça va directement la faire dans votre UFN. Et si vous en faites une dans votre UFN, ça va directement faire une en session. Ça marche bien avec ce qui est propre et device, mais ça marche pas avec tout. Donc les props, c'est tout ce qui est les éléments, les arbres, les murs, les sols, tout ça. Auto Start Game, si on coche, ça va faire quand vous arrivez dans la session, le jeu va se lancer automatiquement. Pour ceux qui ont joué au créatif, quand vous arrivez, vous avez une partie où vous pourrez prendre votre téléphone, modifier, déplacer les éléments, faire des systèmes, et une partie où vous pouvez jouer. Et donc si vous appuyez sur Auto Start Game, ça va directement vous donner la possibilité de jouer. Moi je ne l'active pas parce que généralement quand je lance ma session, c'est pour utiliser mon téléphone pour chercher des éléments dans les galeries. Des fois parce que je connais bien les galeries et des fois dans les dossiers je ne trouve pas ce que je veux, donc j'utilise la session pour ça. Mais dans notre cas on va l'activer parce qu'on veut juste tester. Auto Push Verse Change, c'est un peu la même chose que Live Edit mais on va pas s'en occuper ici. Spawn at Viewport Camera, donc ça c'est quoi? C'est que si ma caméra de Hublot elle est là et que j'ai cette cache costier, mon personnage va apparaître grosso modo là où je vois ce que je vois dans mon UFN. C'est pratique, mais moi je préfère qu'on apparaisse au point d'apparition, donc je vais juste décocher. Ensuite, Launch on this PC, donc dans mon cas je suis sur PC comme vous, si vous êtes sur l'UFN, vous n'avez pas de chance d'être sur PC, mais si vous avez un autre appareil, vous pouvez connecter une plateforme ou voir à quoi ça ressemble sur d'autres appareils, enfin voilà. Vous avez la possibilité de faire ça, si vous voulez voir par exemple à quoi ressemble votre jeu sur téléphone, vous pouvez très bien le faire. Donc Launch Session, c'est parti. Et là on va juste attendre que ça se lance. Une fois que la session s'est lancée, après le chargement du coup, comme j'ai le paramètre automatique jeu lancé, je suis directement en jeu, donc je vais pouvoir tester le système. Hop, donc là on voit bien que j'ai le texte affiché sur mon bouton et que la durée d'interaction est bien les 3 secondes je crois que j'avais mis. Pouf, et je me téléporte. Et du coup le téléporteur il est bien visible, il y a bien les effets visuels comme on les avait laissés activés. Ensuite le feu de camp, du coup vous voyez que là, vu que c'était un props, on voyait qu'il y avait des trucs un peu particuliers autour, parce qu'effectivement là par exemple on peut l'allumer et on peut l'éteindre. Et si vous écoutez bien, on entend qu'il y a les petits crépitements. Hop, donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le jeu, comme ça. Donc échappe, vous connaissez, arrêter le jeu. Et là en fait en arrêtant le jeu, je me retrouve avec mon téléphone dans les mains. Et je peux, comme en Creative 1.0, déplacer les éléments, modifier voilà, comme je veux. Ça fonctionne pas pareil que dans l'UFN, mais pour ceux qui ont fait du Creative 1.0 et qui souhaiteraient y revenir, c'est possible de mixer les deux. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu les bases essentielles et comment est-ce qu'on se servait de l'UFN, donc j'ai essayé de faire des exemples pour que ce soit plus visuel plutôt que juste des trucs où je vous montre les options et je vous dis voilà, ça sert à ça. C'est un peu plus visuel. Je vais essayer de présenter maintenant les menus rapidement quand même parce que c'est important. Je vais pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo exprès, mais je vais juste passer en overview, si je peux dire ça comme ça, dans sa généralité. Donc en haut, on a les trucs un peu basiques. Je vais commencer de la gauche et je vais descendre jusqu'ici. Donc les fichiers. Ici, on s'en sert pas parce qu'en fait, toutes les options qu'on a là, hormis exit éventuellement, mais généralement, sert plutôt de la croix pour fermer l'UFN. Save, save all, tout ça, c'est de la sauvegarde. On n'a pas besoin de ces options-là, donc on les utilise rarement. Edit, on a des trucs comme delete, CTRL-C, CTRL-V, mais généralement tout le monde connaît les raccourcis clavier, donc personne ne monte jusqu'ici. Quelque chose qui peut être utile quand même, c'est le CTRL-Z, quand vous faites, par exemple, admettons, vous déplacez ça par erreur. En principe, vous connaissez quand même CTRL-Z, ça revient en arrière. Et il est possible de faire un retour en arrière sur un CTRL-Z. Donc admettons que là, j'ai fait le CTRL-Z et que je voulais pas le faire.
CTRL Y cette fois-ci et ça revient sur le CTRL Z. Donc c'est ce qu'on a ici, redo, nothing to redo, donc là on voit qu'il n'y a rien à refaire, mais si par exemple je fais ça, je fais un CTRL Z, là on voit qu'il y aura redo move elements, donc ça va le refaire en fait ce qu'on vient de défaire. Et les éditeurs preferences, donc les paramètres où vous pouvez changer tout un tas de choses. Il n'y a pas grand chose à changer, il y a les touches essentiellement, les raccourcis clavier, donc vous allez dans Shortcut ici, vous pouvez changer, vous pouvez lire un petit peu, il y en a vraiment beaucoup des intéressants, c'est intéressant de les connaître. Quelque chose de sympa qui peut être changé, c'est l'apparence, ici orange moi j'aime bien la passer en bleu. Donc en fait cette apparence là, c'est quand on sélectionne un objet, vous voyez que là normalement c'est orange, là ça devient bleu. C'est toujours sympa de pouvoir changer ça, c'est pas très utile. Hem mais voilà, vous pouvez fouiller un petit peu par vous-même. Si vous cherchez quelque chose, vous avez la barre de recherche. Windows, donc là, ça nous permet d'ouvrir tout un tas de fenêtres qu'on peut avoir besoin. Par exemple, admettons, je fais une bêtise, là, j'ai mes détails, donc là où je peux voir les détails. Donc là, on voit que je l'ai dupliqué en x3 parce que je travaille avec une configuration un peu bizarre. Admettons que j'ai tout fermé. Mince alors, je me retrouve plus qu'avec mon outliner et je n'ai plus accès à mes détails. Je vais cliquer sur Windows, Details, et puis après Detail 1, 2, 3, 4, donc là le 1, et ça va me le remettre par défaut. Donc ça permet de faire des choses comme ça. Autre chose, ça permet d'ouvrir les message logs et les output logs, donc ça on les verra, c'est ce qui nous donne les erreurs, qui nous permet de comprendre, des fois on fait des choses dans les projets que l'UFN n'accepte pas, et donc on peut pas lancer dans ces cas-là, ça écrit des messages dans le message log, et ça nous permet de voir ce que c'est. L'assistant IA, pour vos questions, c'est ultra utile, vous appuyez dessus, hop, ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on voit ici qu'il y a un raccourci qui est utile, c'est F1, donc la touche de votre clavier au-dessus du 2 en principe. Si vous appuyez sur n'importe quoi, par exemple, je sais pas moi, je prends sur l'arbre, j'appuie sur F1, I would like to know about the BP, et là il nous donne le nombre de l'asset acteur. Donc en fait l'IA va nous expliquer ce qu'est l'arbre, donc là en l'occurrence il va nous expliquer ce qu'est l'arbre, c'est pas très intéressant. Mais s'il y a des choses que vous connaissez pas, n'importe où vous cliquez dessus, F1, ça vous explique. Fab et Human Importer, pardon, ça nous permet d'ouvrir des bibliothèques d'achat. Donc Fab c'est très connu, MetaHuman beaucoup moins, c'est pour les méta-humains. Et Fab en fait ça vous permet d'accéder à des assets souvent payants, mais vous pouvez quand même trouver 2-3 trucs gratuits déjà prêts qui peuvent se plugin directement dans l'UFN. Ensuite les layouts, ça c'est assez intéressant. Et le full screen, et ensuite on passera à la catégorie suivante. Donc le load layout, si admettons vous faites n'importe quoi avec votre layout, donc votre disposition actuelle de l'UFN, si vous fermez ça, que vous fermez ça, que vous mettez tout n'importe comment, que vous retrouvez que ça, que c'est le bordel, vraiment vous comprenez plus rien, Window ou fenêtre, load layout, default editor layout, donc vous cliquez sur le default, ça va momentanément fermer votre UFN, il va se réouvrir. Vous avez juste à le remettre en grand écran et il est dans sa disposition par défaut. Donc là on voit que moi juste j'avais quadruplé mes hublots parce qu'il me semblait que ça allait remettre de base, mais en fait non. Les hublots on a la possibilité d'en avoir plusieurs. Je vais vous montrer ça du coup maintenant que j'ai cliqué dessus. Mais là on voit qu'ils sont en vue wireframe, donc on va les remettre en vue normale et on va les remettre en perspective. Et donc en fait on voit qu'on peut avoir plusieurs fenêtres différentes. De tout un tas de visions. Honnêtement, je m'en sers pas trop. Ça peut être marrant pour faire des. Enfin, marrant. Ça peut servir quand on veut par exemple déplacer un prop, c'est qu'on veut voir que ça rend ce que ça rend de différents coins, un peu comme caméra. Mais sinon, vous cliquez juste sur Maximum Viewport comme ça et voilà. En principe, c'est plutôt comme ça qu'on travaille. Et ensuite, vous avez la possibilité de save loadout, donc vous pouvez faire votre propre disposition, la sauvegarder, ça la mettra ici là en plus de default et UE4, ça en rajoutera une. Et enfin, le full screen, raccourci Shift F11, ça vous permet simplement de enlever votre barre en bas, mais c'est moins pratique pour passer de fenêtre, donc ça c'est à vous de voir. Tools, donc là tout un tas d'outils utiles. Je vais pas m'attarder dessus parce que ça va prendre beaucoup de temps de tout expliquer, mais je ferai une vidéo pareil dessus, il y a plein de choses qu'on peut se servir là-dedans. Verse, pour ouvrir l'explorateur Verse, compiler le Verse, enfin tout ça. Le Verse étant le langage de programmation de l'UFN. Donc pareil, je ferai des vidéos là-dessus. Build,
ça nous permet de construire tout ce qu'il y a à «compiler» entre guillemets, donc que ça soit, on voit ici les HLOD, mais là on n'en a pas dans la map. Je ferai des vidéos dessus, le landscape, le word partition, la localisation, tout ça, c'est ici. Si vous commencez l'UFN, ne vous attardez pas dessus, c'est pas complexe, mais ça sert à rien. Heu, Maîtrisez les bases et ensuite vous reviendrez là-dessus. Select, j'en avais parlé un moment, ça nous permet de faire des sélections de masse entre guillemets, ou de sélectionner plusieurs objets d'un même type ou avec certains filtres, donc c'est assez pratique. Et enfin help, là vous avez les forums, les machins, globalement, jamais utilisé la catégorie. Maintenant si on fait quelque chose de plus général, donc sauvegarder, cliquer, donc trouver l'asset, quelque chose qui peut être utile si par exemple cet arbre vous dites: C'est où la galerie?» Hop là, boum, et ça vous donne, en théorie la galerie. Sinon ce qui marche bien c'est clic droit et browse to asset, ça va trouver la galerie. Cette icône là, c'est juste pour cette icône là sert à bounce le level en fait, donc ça va vous trouver le level. Là on voit qu'on est dans la formation 1, ça vous trouve le level, c'est tout. Les modes, donc on a plusieurs modes que vous pouvez choisir. En général, on travaille dans le mode sélection, mais vous avez ici des modes pour créer d'autres choses. Donc là, le mode pour modéliser, pour faire de la nature, des animations, des outils Fortnite et du landscape. Je ferai une vidéo sur tout, c'est promis. Project pour nouveau, fermé, tout ça. Quelque chose d'important, c'est si vous cherchez à faire un calcul de mémoire, c'est ici. Vous verrez que si vous voulez publier vos maps, à un moment ça vous le demande, ça se trouve ici. Petit onglet pour ajouter des choses, que ce soit des formes basiques, un cube par exemple, ou une caméra pour faire des cinématiques, des volumes, tout ça, c'est là. Compiler le verse, ensuite tout ça c'est lié à la session. Donc l'état de la session, l'état du jeu et le changer. Les modifications, donc quand vous faites des modifications, vous appuyez là, ça va recharger votre session pour envoyer les modifications en fait. Une barre d'outils, donc là ça vous permet de changer de mode, même si en général vous avez les raccourcis là, vous pouvez changer. Changer le coordinate system. Ça c'est, je vais vous montrer rapidement à quoi ça sert. Et ensuite là vous avez des options que vous pouvez lire. La seule que j'utilise c'est Holo Translucent Selection. Ça fait qu'en fait si vous avez des choses un peu transparentes comme ça, vous voyez là si je clique dessus, ça prend la zone. Pour faire un bon exemple, je vais cliquer à travers sur le bouton. Là vous voyez que si je clique, ça m'a sélectionné le bouton. Si je fais le raccourci clavier T et que je l'active, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va me sélectionner le feu de camp. En fait, c'est est-ce que ça sélectionne à travers les choses transparentes ou pas. Donc vous pouvez juste toggle cette option avec T rapidement. En appuyant rapidement sur T, vous voyez que là du coup si je suis là ça fait la recherche, mais sinon ça change de mode. Et ensuite le coordinate system, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je vais prendre la barrière, je pense que ça sera parlant. Admettons que votre barrière, vous en prenez une et vous la mettiez. Je vais enlever ma rotation. Hop, je la tourne comme ça. Vous voyez que là, ma barrière, elle est plutôt facilement déplaçable, c'est-à-dire qu'en général, quand je l'ai tournée avec cet angle, soit je veux la mettre un peu plus par là-bas, soit un peu plus par là-bas, mais vous voyez que les flèches sont dans le bon sens. Si je change les coordonnées, en fait, la manière dont le widget se dispose par rapport au monde, en fait là ça déplace par rapport au monde en lui-même, donc ça prend plus en compte la rotation de l'objet. Là vous voyez que ça a changé, maintenant on déplace uniquement l'objet par rapport à la grille qu'on voit ici, et non plus si je reclique là, par rapport à la rotation du monde. Donc là on voit que ça prend la rotation de l'objet, on peut le décaler sur son axe. C'est pratique de changer, généralement on travaille plutôt comme ça, mais après ça dépend de ce qu'on fait. Là, les snapping, donc c'est ce qu'on tout à l'heure, on a parlé du Fortnite Snapping Cell, mais vous en avez d'autres, comme la grille, pareil pour l'agrandissement, la rotation et plein d'autres. Donc ça se trouve ici, mais pareil, on peut gérer depuis ce que j'ai montré tout à l'heure ici. Le moment de la journée, pour voir ce que donne votre map. Donc là, on va dire, si je mets par exemple le moment, on voit que c'est midi, si je mets à 2 heures du matin, bah, il fait forcément beaucoup plus sombre. Je vais remettre à midi, sinon on voit rien. Hop, le paramètre de caméra. Donc on est presque tout le temps en perspective, mais vous avez d'autres vues, comme la vue de haut, côté, back, voilà tout ça. Vous pouvez faire pas mal de choses. Ici notamment vous avez pas mal de réglages pour les caméras quand vous commencerez à faire des animations, ce sera pratique, je m'en sers pas souvent mais ça peut. Vitesse de caméra, raccourci avec la molette évidemment. Et vous avez quelques paramètres ici, vous pouvez changer comment est-ce que vous le réglez, tout ça.
Globalement, vous pouvez laisser par défaut, c'est très bien. Juste changer votre speed de manière exacte. Vous pouvez rentrer une valeur précise sans avoir à bouger comme ça avec votre souris, enfin avec votre molette, pardon. Ça peut être un peu plus simple. Le mode de rendu, donc là on voit que là c'est non lumineux, wireframe, donc on voit à quoi ça ressemble comme ça. On peut activer, passer en mode collision aussi, donc là on voit qu'il y a bien les collisions partout, les murs, l'arbre, etc. Les lumens, enfin on peut mettre tout un tas de trucs qui servent plus ou moins. Moi je reste en lit. Ensuite, qu'est-ce qui est visible dans notre monde? Donc par exemple si je active les collisions, là je vais voir les collisions apparaître. Si je masque la transluance par exemple, je vais plus voir ce qu'il y a de transparent. Si je masque les static mesh, je vais voir tout ce qui est static mesh, je vais plus le voir. C'est-à-dire les maillages statiques, je vais plus les voir, donc là en l'occurrence je vais plus voir grand chose. Mais voilà, ça permet de régler qu'est-ce qu'on voit dans une scène. Par défaut, il n'y a pas les collisions activées, sinon ça fait voilà, ça fait un peu. Mais quand vous faites de la 3D, par exemple, vous pouvez vérifier que vos collisions sont bonnes comme ça. Ou alors la navigation, elle est désactivée, mais globalement ça sert à rien. Pareil, les notes. Moi quand j'ai des projets avec les notes, j'aime bien les désactiver. Ensuite, niveau performance, donc là vous pouvez voir la taille de votre projet en pourcentage, voir comment ça rend depuis plusieurs plateformes, donc par exemple la 8e gêne de console, enfin voilà, ça vous charge une preview, tout ça. On va attendre pour faire l'exemple. Hop, donc nous voilà, ça a chargé. On va attendre que ça finisse. Donc là on voit que j'ai mis la preview depuis les consoles de Gen 8. Donc c'est pas le truc le plus utile, mais ça nous donne un aperçu de ce qu'ils voient. Mais globalement, si vous avez d'autres plateformes, vaut mieux tester avec ces plateformes-là directement. Ensuite, le View Scalability, donc là, vous pouvez paramétrer vos performances du FN. Donc en cinématique, ça va être tous les détails au maximum, les lumières qui vont faire des reflets fous, mais vous allez avoir très peu d'FPS. Ou en low, donc ça dépend surtout de votre PC ou de ce que vous faites quand vous travaillez la lumière. Il faut au moins être en medium high de préférence pour voir les reflets correctement. Sinon, vous pouvez être en low. Enfin, généralement, on switch un peu en fonction de ce qu'on fait. Ensuite, la qualité des matériaux et les paramètres d'écran, mais ça, on s'en sert pas beaucoup. Ce qui sert vraiment ici, c'est plutôt les paramètres ici qui sont intéressants et éventuellement la taille du projet, mais on la voit ici, on n'a pas besoin de cliquer sur le menu. Hop, et en cliquant là, on remet tout par défaut. Voilà. Donc, on voit que moi je vais tout laisser sur Epic, ça rend un peu plus joli, on voit les ombres, les machins comme ça, c'est pas trop mal. Paramètres, les sensibilités de la souris, le volume de l'éditeur, pour remettre un peu, les scroll gestures, enfin, vous pouvez farfouiller un petit peu, mais voilà, il y a quelques paramètres qui se trouvent là, honnêtement je n'utilise rien de ce qu'il y a ici. Et là les dispositions des hublots, donc tout à l'heure on voyait que quand je cliquais ça séparait les hublots en 4 comme ça. On peut y avoir d'autres options, mais vous pouvez jouer un peu avec vos dispositions, mais ça globalement pareil vous en servez pas. L'outliner, là par contre chose très pratique, notamment pour l'organisation du projet, donc en fait on voit l'arborescence du projet, donc là on voit qu'il y a le projet, et que dans ce projet il y a tous les acteurs que j'ai mis. En général on essaye de s'organiser, c'est-à-dire que là je vais faire l'arbre, CTRL SHIFT A, SHIFT, je prends un sol, CTRL SHIFT A, je prends tous les sols. Là ici je vais faire clic droit, Move to, Create New Folder, je vais faire Nature par exemple, n'importe quoi, mais voilà. Et donc là en fait on voit que j'ai créé un dossier nature dans lequel il y a tous mes éléments naturels. Par exemple si je le masque, boum, il n'y a plus rien. J'aurais pu rajouter le bush, je peux encore le faire après. Je clique sur le bush, dessus ici, soit je le glisse directement dans le dossier comme ça, soit ce que je fais en général c'est que Move to, Nature, et il se retrouve dedans. Là si je masque le dossier, on voit qu'il disparaît aussi. Donc là on va sauvegarder, vu que j'ai tout mis dans le dossier. On peut fermer ça, on peut faire dans un dossier, rajouter des sous-dossiers. Dossier 1, par exemple, voilà, c'est possible. Donc on peut s'organiser assez bien, pareil si on clique sur un acteur, on peut le masquer, on peut le réafficher, et normalement tout va bien. Ensuite les détails,
Donc plusieurs choses. Déjà, on a ici une première arborescence qui nous permet de nous montrer la constitution de notre objet. Donc admettons, je clique sur un arbre, on voit que ce blueprint arbre, donc cette instance d'arbre, elle contient un static mesh, donc de l'arbre avec ses matériaux, et un second élément, un sous-élément qui est ses ombres. Et ensuite, il y a des FortFX Customization. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est des tags de l'arbre pour voilà. Ça, tout ça, ça ne peut pratiquement pas se toucher. Vous pouvez changer un petit peu les matériaux, mais c'est tout. Vous pouvez pas faire grand-chose. C'est assez fermé à ce niveau-là sur les props que nous donne Fortnite. Par contre, là, vous pouvez changer quelques éléments. euh, c'est dans la première ligne ici, euh, la localisation, la rotation de l'arbre, sa taille, évidemment. Donc la taille, ici on voit qu'il y a un petit cadenas. Si je change cette valeur, on voit que ça conserve l'échelle de partout de l'arbre. Donc on voit que si j'en bouge une seule valeur, là je déplace qu'une seule valeur et pourtant ça bouge tout. Alors que si j'ouvre ce cadenas, en fait ça va me permettre de le déformer. Et on voit que je peux bouger une seule valeur à la fois. Donc ça sert. Miroir pour placer les props en miroir. Donc par exemple si vous avez le meilleur exemple c'est un escalier. Donc je vais prendre un escalier. Pour ceux qui avaient déjà le téléphone, ça fonctionne pareil. Dans mon cas, je vais prendre un escalier comme ça, c'est parfait. Admettons que mon escalier soit comme ça, mais moi je peux préférer qu'il soit comme ça. Voilà, ça fait un escalier dans l'autre sens. Je vais le tourner. Hop là. Ensuite, vous avez tout un tas de paramètres, est-ce qu'il a des collisions, le floor, enfin voilà, il y a plein de choses. Pour les props en général, on touche pas grand chose ici, c'est plutôt les devices, donc tout ce qui est bouton, où là on va configurer le texte, le temps, tout ça. Mais pour les props, c'est rare. Il y a une chose qui peut servir un peu, c'est qu'on peut changer par exemple les matériaux des murs, ça arrive, mais on le fait beaucoup moins qu'avec des éléments comme des devices, des appareils. Donc c'est à peu près tout pour toute cette catégorie-là. Ensuite le hublot, ça je pense que j'ai pas besoin de trop l'expliquer. Le tiroir à contenu, le log, donc ici c'est la console de debug. Globalement, vous n'en avez pas besoin en principe, c'est pas très compréhensible, on utilise plutôt le message log quand on a des erreurs, c'est beaucoup plus parlant. Sauvegarder, check-in, ici c'est le synchroniser, le contrôle de révision, et ici vous avez un autre bouton pour accéder à l'IA. Je vais venir doucement là-dessus. Donc ici c'est pour sauvegarder. Donc très simple, ça enregistre en local sur votre PC ce que vous venez de faire. Donc si vous fermez, vous rouvrez, c'est bon. Donc si vous avez une équipe et que le projet il est dans cette équipe, pour que vos équipiers voient vos modifications, donc ce que vous avez fait, il faut check-in, donc archiver en français. En fait, quand vous allez cliquer ici, ça va vous établir une liste de ce que vous avez fait, donc des différents acteurs que vous avez posés. Donc là on voit que je les ai posés. Et une description, donc ça, la description vous pouvez mettre par exemple j'ai fait le biome nature par exemple, je dis n'importe quoi. Et vous allez envoyer, donc submit ici, et ça va envoyer la modification à vos coéquipiers, et vos coéquipiers, juste ici, ça va s'afficher avec une petite flèche jaune synchronisée, et s'ils appuient dessus, bah, en fait ça va simplement charger ce que vous avez fait, et c'est comme ça qu'on se passe les modifications entre coéquipiers. Ici, si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez revert all files, donc en fait ça va rétablir depuis le contrôle de révision, donc tout ce que vous avez fait. Généralement on veut pas faire ça. Et ensuite ici les paramètres de contrôle de révision, donc le contrôle de révision c'est quoi? C'est ceci, en fait faut le voir comme le serveur Epic si vous voulez, sur lequel vous envoyez toutes vos modifications. C'est-à-dire vous faites des modifications sur votre PC, vous les envoyez sur ce serveur, vos coéquipiers font pareil, et du coup tout le monde, quand vous avez fini, tout le monde envoie ses modifications sur le serveur et vous publiez ce qu'il y a sur ce serveur-là. C'est important de le comprendre. Donc on va voir qu'on a un historique de Open Snapshot History, donc c'est l'historique des instantanés en français. Si vous cliquez dessus, vous voyez que ça vous ouvre l'historique. Et donc on voit que là, c'est l'initial snapshot, donc la première instantanée que j'ai fait, c'est j'ai commencé à créer le projet, j'ai fait tout ça. Et on voit que là, il y a 2 minutes, j'ai archivé, donc ça nous a fait une première version. On voit qu'il y a eu 98 modifications, l'heure, on voit ma description, j'ai fait le biome nature, et voilà. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, admettons, quelqu'un fait un truc que vous voulez pas ou peu importe, vous avez la possibilité de aller sur la ligne, la version précédente sur laquelle vous voulez revenir, cliquer sur le petit
retour en arrière comme ça, et ça va vous recharger ce que vous aviez fait avant. Donc en fait, ça fait des sauvegardes que vous allez pouvoir garder, et si vous voulez par exemple faire un test, faire n'importe quoi, ou s'il y a un bug, généralement c'est à cause de bugs qu'on revient en arrière, vous avez un problème, vous rétablissez une version d'avant, et vous n'avez plus de problème, normalement. On peut fermer ça. Autre chose, c'est les contrôles de révision settings, donc provider, donc le fournisseur entre guillemets, comme votre fournisseur internet si vous voulez, c'est un peu pareil. None, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle de révision, donc vous pouvez pas travailler en équipe. Perforce, que personne n'utilise, tout le monde utilise l'URC, donc Unreal Revision Control, ça marche très bien, très peu de bugs, tout va bien. Et ensuite là ici vous avez des petites paramètres de checkout et de choses comme ça. Et ici un petit log qui vous dit qu'est-ce qui a été fait récemment. Globalement, vous n'avez pas besoin de toucher tout ça. La petite touche pour le désactiver, le contrôle de révision si vous voulez. Et c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc voilà, on a fait un petit tour. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a aidé. Et pour terminer, je vais essayer de pas faire de la théorie, mais plutôt des exemples. Je vais essayer de travailler un peu plus sur le projet sans faire des choses très pertinentes, mais placer des éléments juste pour que vous puissiez regarder. Je pense qu'en fait, regarder juste le fait de faire, ça peut vous aider. Et je vais bien expliquer les raccourcis clavier que j'utilise. Enfin, je vais essayer. Pas facile. Mais pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et que vous l'intégrez comme il faut. Donc là, par exemple, je trouve que cet escalier est intéressant. Il n'est pas très naturel, mais, je vais le garder. Donc je vais cliquer dessus. Je vais faire clic droit, Browse to Asset, donc ça va me retrouver sa galerie. Et je vais prendre le balcon qui correspond. Je vais le glisser. Là, je vais faire E pour mon raccourci de rotation. Je le tourne, hop, W, je le déplace. Et voilà, j'ai un balcon. Je suis bien sur ma grille 128, donc tout va bien. Je peux déplacer mes éléments comme il faut. Donc là, je vais prendre un balcon. Alt, hop, je tire ma flèche. Et avec Alt, ça duplique simplement. Donc là, Shift maintenant pour sélectionner les deux balcons en même temps. Alt encore. Et je duplique cette fois-ci les deux en même temps. Comme ça va un petit peu plus vite. Et voilà. Là, j'arrive dans un angle. Donc je sais pas si s'il existe quelque chose d'angle. Je vais voir. Donc je vais retourner dans la galerie. Est-ce qu'il en existe une version d'angle? Pas autour, en tout cas c'est pas très grave, je vais juste arrêter mon balcon ici ou alors je vais remettre un escalier, je sais pas. Allez, on va l'arrêter. Hop, on va ajouter une petite décoration, donc j'ai encore fait Alt hein, pour le dupliquer. Petite décoration, CTRL B pour ouvrir. On revient au dossier Fortnite ici. Ici on va chercher plant, une plante. On va prendre ça, un peu au pif, on le place. Et je vais désactiver ma grille et ma rotation. Comme ça je vois qu'en plus il est apparu un peu dans le sol, je vais pouvoir le remonter un petit peu. E pour le tourner, je vais mettre la rotation que je veux. Donc là je vais essayer de mettre quelque chose comme ça. W pour tourner sur mon jet et je vais le déplacer et le mettre un peu plus vers la barrière comme ça. Oh quoique, plus logique vers le fond. Voilà, comme ça. Et ça nous donne cet effet là. Voilà, ensuite quelque chose qui pourrait être sympa, je sais pas, on va peut-être ajouter un banc. Donc un banc où ce qui pourrait être sympa c'est de faire une petite cabane. Pourquoi pas. On va faire wood pour bois et wall pour mur. On va chercher un mur en bois qui peut être sympa. Moi j'aime beaucoup ces murs-là qui est d'une galerie assez récente, donc je vais le poser. Je vais me remettre sur ma grille 128, et là je suis pas sûr qu'il soit sur la bonne grille, on voit qu'il est un peu décalé, donc je vais faire CTRL fin pour le replacer comme il faut sur ma grille 128, comme ça il sera bien aligné avec mes murs. Je vais le déplacer comme ça, je vais le mettre bien en face, hop. Mon arbre je trouve qu'il me gêne, donc je vais le déplacer légèrement. Hop, voilà. Je reclique là-dessus, clic droit, brand tout ça, donc ça me permet de retrouver la galerie. Je vais prendre le mur qui correspond, celui-ci, hop, avec la fenêtre, donc je pense que dans notre cas, celle-ci est la plus idéale. Donc là, étant donné que j'étais déjà sur ma grille 128 avant de poser, là je sais qu'ils sont sur la grille, donc E, je le tourne. Ah, là par contre, j'avais pas ma rotation, donc CTRL Z, je réactive ma grille de rotation, et là, boum, ça fait bien un tour à 90. Je peux replacer ça comme il faut. Pareil, je clique là-dessus, E, 90, je replace ça, et voilà, on a une petite cabane sympatoche. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'agrandir un petit peu. On n'a pas beaucoup de place, mais ça se fait, donc je vais sélectionner ces deux-là.
Là je vais faire Alt pour les sortir comme ça. Et je vais supprimer le mur central, celui-ci, et je vais rajouter une fenêtre. Donc je clique là, Alt, je la ramène comme ça en diagonale en prenant le milieu. E, je tourne, je place et voilà. CTRL espace pour réouvrir. Là je vais voir si on n'a pas un toit qui peut correspondre et qui peut être un peu sympathique pour notre cabane. J'ai pas l'impression qu'il y ait des toits dans la galerie qu'on a sélectionnée malheureusement. Laissez-moi regarder si je tape roof là-dedans, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc je vais retourner dans Fortnite. Je vais mettre roof. On va voir si je trouve quelque chose d'intéressant juste en regardant comme ça. On va essayer de sauter. Dans l'idéal, ça c'est pas top. Ça peut le faire par contre. J'aime beaucoup la couleur bleue, c'est original. C'est pas très. Le but c'est pas de construire quelque chose de joli, mais on tourne. Pareil, là je suis toujours en grille 180, donc ça devrait bien se passer. Hop. On voit qu'il s'est assez bien placé. W pour repartir. Alt. On repose et voilà. Maintenant j'aimerais bien trouver la pièce qui va là pour fermer l'espace. Donc je vais cliquer dessus, clic droit, Branch to Asset. Et je vais sortir ce petit modèle là, qui est le bout du toit simplement. Donc pareil, toujours pareil, E, ou alors je clique là-dessus, je le tourne. Hop. Et je peux l'ajouter. Donc là je vais passer de l'autre côté, donc Alt, je l'amène ici. Et là on voit que, problème, je vais avoir besoin d'un miroir. Donc hop, je coche le trou sur le miroir et je vais le tourner. Hop. Donc là, voilà, c'est mis à la bonne forme. Peut-être qu'il existe un petit bout qui va là. Donc je vais, pareil, clic droit, Branch to Asset. J'ai pas l'impression que là il y ait grand chose. C'est pas très grave. J'aurais pu utiliser ce toit là aussi, ça aurait évité qu'il soit en pente. Donc je vais l'utiliser, ça permettra de montrer une nouvelle commande. Enfin commande, nouvelle astuce. Je vais prendre ce toit là, je vais le poser sur la map. Je vais sélectionner ces deux là. Bon, là, en l'occurrence j'ai que deux toits donc ça aurait pu se faire assez rapidement. Clic droit, Replace Selected Actor with, et je prends le dernier acteur sélectionné, et boum. Ça m'a remplacé très rapidement ce que je voulais. Donc je peux juste supprimer celui-là, donc je clique dessus et la touche supprimer. Je retourne dans le content. Cette fois-ci, je vais prendre les petits bords qui vont avec, donc je vais prendre ceux-là. Parce que eux, on voit qu'il n'y a pas la marque, donc je vais plutôt partir sur ceux-là. J'ai l'impression que c'est la bonne taille. Pareil, je clique sur celui-là. Là, je vais utiliser, au lieu de cliquer sur l'autre, je vais utiliser CTRL-SHIFT-A. Donc ça sélectionne tout ce qui est pareil. Il faut faire attention à ne pas en avoir d'autres dans la map qu'on ne veut pas changer, par contre, évidemment. Clic droit. Replace Selected with. Boum. Et là, on a notre cabane qui est un peu plus réaliste, si je peux dire ça comme ça. Ce qui peut être sympa, c'est de rajouter un petit banc, cette fois-ci, pour le coup. On l'avait dit, donc Fortnite, Bench, j'ai mal écrit. Petit banc en bois, ça peut être pas mal. On va mettre un banc un peu moderne comme ça. Hop, E pour tourner, ma rotation. Là, on voit que ma grille, pas forcément si ça convient. Je vais juste mettre mon banc de l'autre côté parce que là, il y a la fenêtre et il passe pas sous la fenêtre, donc on va plutôt le mettre de l'autre côté. On mettra d'autres choses ici en décoration. Hop, là, on voit qu'il est pas centré. Je vais essayer de le centrer et là, ça tombe bien, c'est parfait. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'acheter cette cabane. Donc en fait, cette cabane, je vais faire en sorte qu'elle soit verrouillée. Et je vais offrir aux joueurs la possibilité d'acheter cette cabane. Donc ce qu'on va faire, commencer par faire, on va mettre un sol déjà à l'intérieur, ça fera toujours un peu mieux, donc on va le remplacer. Je vais mettre wood, toujours pour bois, et floor. On va essayer de faire une cabane très naturelle, si je peux dire ça comme ça. Ce sol-là me semble ok. Donc là, je pourrais faire pareil, remplacer, mais vu qu'il n'y a que deux éléments, je vais utiliser Shift pour sélectionner les deux et remplacer avec ça, ce sera plus rapide. Voilà, donc là on voit que ça fait un intérieur sympa. Et je vais mettre, pour le moment, je vais laisser vide, mais on va s'occuper du système pour déverrouiller la porte et surtout la verrouiller au début du jeu. Pour faire ça, Content, vous allez dans Fortnite, hop, cliquez sur la croix ici. On va chercher le dossier Device, et là-dedans, le device s'appelle Lock, appareil de verrouillage en français si vous avez votre VPN. C'est ce petit truc, il se place sur toute porte Fortnite, n'importe lequel. Donc là, on voit qu'il a bien pris la porte puisqu'il l'entoure en bleu. Et on peut faire tout un tas de choses géniales. Donc, visible during game, ça c'est est-ce que ce petit truc-là sera visible pendant le jeu? En principe, on ne veut pas. Ça peut arriver si vous voulez faire un petit appareil stylé, mais là je veux pas, c'est moche. Donc on voit que en jeu ça va ressembler à ça. Comment est-ce que je fais pour passer de ça à ça?
et j'appuie sur ma touche G. En fait, la touche G, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça nous permet de voir le rendu en jeu. C'est-à-dire qu'en jeu, par exemple, cet appareil-là ou cette zone, on n'est pas censé la voir. Donc si on appuie sur G, ça nous donne le rendu en jeu, ce qu'on verrait. Ce rendu en jeu, si je dis pas de bêtises, vous pouvez y accéder quelque part par là. J'ai pas trouvé. Donc oui, pour passer en mode jeu, c'est G comme game en fait, et ça vous permet de switch d'un mode à l'autre, donc de ou non voir vos devices et tout ce que vous devriez ou pas voir. Donc dans notre cas, on va bien décocher Visible During Game. La couleur, on s'en fiche, de toute façon l'appareil n'est pas visible. Starts Locked, donc là on va sélectionner verrouiller ou déverrouiller. Dans notre cas, on veut que ce soit lock, verrouillé, pour que le joueur n'y ait pas accès. Et ensuite, on a directement des fonctions Invoke pour cet appareil-là. Par contre, on n'a pas d'événement, donc on va servir uniquement de ces fonctions. Dans le système que je voudrais, je pourrais reprendre un bouton sur lequel j'appuie et ça nous ouvre la porte. C'est bien, en général, c'est pas ce qu'on veut. On veut plutôt qu'il y ait une condition et on veut plutôt que, par exemple, si le joueur a 10 d'or, il peut déverrouiller la porte. Plutôt ce qu'on va faire. Pour ce cas-là, Content, on va chercher un bouton. Alors en anglais ça marche pas aussi bien, mais en français ça aurait été un bouton à condition, donc un bouton avec une condition d'ouverture. Donc dans notre cas, moi je vais juste taper button, je vais le trouver. Donc on voit que c'est conditional button, bouton à condition, bouton à condition en français, pardon. Je le place sur ma map. Dans l'idée, je vais le placer juste à côté de la porte, ce sera très bien. Je vais lui mettre une petite rotation. On voit que la grille, elle est pas top, je le trouve un peu près et un peu haut, donc je vais la désactiver, décaler un petit peu, l'avancer et le descendre. Voilà, c'est un peu mieux. Ça me convient un peu plus. Pareil, on va faire ces paramètres. Donc Allow Interaction, est-ce que le joueur a le droit d'interagir avec? Oui. Interaction Time, combien de temps est-ce qu'il doit interagir avec? 1 seconde. Color Type, on va mettre Direct Color, c'est bon. Direct Color, donc la couleur de l'appareil, je vais le mettre en orange. Ça va bien avec l'environnement. Je vais descendre un petit peu, donc là on peut sélectionner des icônes pour les petites icônes qu'on voit dessus. Les icônes, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez un dossier donc, que vous retrouvez, si vous mettez une icône ici, vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein. Vous tapez icône, vous allez trouver n'importe quoi, et en fait vous cliquez sur la petite loupe ici, ça va vous ouvrir le dossier avec les icônes, ça évite de le chercher, c'est un peu chiant. Et là vous avez un peu tout, donc moi dans mon cas je vais essayer de trouver une icône house, hop, que je vais mettre là, que je vais clic droit, copier, clic droit, paste, voilà. En général, il y a une grande icône qu'on met en 128, donc en 128 par 128 pixels, et une petite qu'on met en 64. Je mets les deux en grande, c'est pas grave. Est-ce qu'on utilise l'icône, tout ça, on va pas s'en occuper. Key item required, le nombre d'objets qu'on a besoin. Enfin, je vais passer les détails, je vais essayer de faire simple pour le moment et je ferai des vidéos détaillées dessus. Les teams, les classes, on va laisser activer pour tout le monde. Le texte d'interaction, donc je vais mettre unlocked shelter par exemple. Shelter, ça veut dire abri. Je vais mettre un petit point d'exclamation, ce sera un peu plus parlant. Et je vais mettre le prix entre parenthèses 10 gold, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, on s'en fiche. Ensuite, show key item, donc est-ce que ça affiche l'objet clé, le nombre d'objets clés qu'on veut. Je crois que tout est bon, il y a besoin de rien. Un petit truc intéressant, interaction radius, on peut le changer ça. C'est le rayon d'interaction. Ça veut dire que si le joueur vient là, il faut qu'il vise le bouton, puisque là le rayon d'interaction est à 0, il faut qu'il vise le bouton pour appuyer dessus. Si je le mets par exemple à 1, le joueur, s'il est à 1 mètre autour du bouton, ça veut dire que s'il vise par exemple là, avec son curseur, il pourra quand même appuyer dessus. En fait, pour voir ça, vous pouvez aller sur le bouton normal et en fait ça vous l'affiche Interaction Radius. Si je mets 1, vous voyez que ça vous affiche cette zone là, ou si le joueur il vise là, ça pourra quand même lui proposer d'appuyer sur le bouton en fait. Donc 1 mètre c'est un peu grand, généralement on met quelque chose comme 0,5
ou 0,75 si notre bouton il est dans quelque chose. Mais dans notre cas, on va laisser à 0 pour les deux endroits. Donc l'objet clé, donc qu'est-ce qui va être utilisé pour faire la condition? Nous, on va prendre de l'or, donc gold en anglais. Hop. Et le nombre d'objets clés requis. Donc là, on voit que ça nous change la valeur ici. Nous, j'avais mis sur le texte, je crois que j'ai mis 10, on va laisser à 10, ça veut dire qu'il faudra 10 d'or pour déverrouiller la porte. Un dernier paramètre que je vais expliquer là, j'aborde partout, hein, je vais super vite sur l'appareil, c'est juste pour avoir la logique de l'UFN. Vous pouvez afficher la couleur que vous avez choisie là, je voudrais la mettre pour le, le petit écran là ici, l'hologramme, c'est ça que je cherchais. Donc là on a une petite case, si je tape color, use color for hologram, donc utiliser la couleur pour l'hologramme. Si je mets en true, donc en vrai, ça va simplement faire quelque chose d'un peu plus sympa que le bleu que je trouve pas top. Mais après le but n'est pas de faire quelque chose d'esthétique. Voilà, donc là on a un bouton qui est setup et qui est censé pouvoir déverrouiller notre porte, encore faut-il le connecter. Pour faire ça, on va regarder le bouton, ce qui est possible de faire avec, donc on va descendre tout en bas. On va voir qu'il a et des fonctions et des événements. Donc, dans notre cas, on peut activer, désactiver, réinitialiser, déclencher ou toggle, c'est faire le switch avec ce bouton. Dans notre cas, on veut faire rien de tout ça. Nous, on a besoin de l'événement onActivated. Ça veut dire que le joueur, il va appuyer sur le bouton et s'il a assez de pièces, on va déclencher cet événement onActivated. Et on va vouloir que ça ouvre la porte. Donc là on voit qu'on ne peut pas ajouter de plus à un événement, il faut aller sur l'appareil qu'on veut modifier, en l'occurrence la porte, le device de la porte, ajouter notre fonction unlock, puisque dans notre cas on veut unlock la porte, la petite pipette, on prend l'appareil pour lui dire que nous on va recevoir un événement depuis ce device, et l'événement qu'on veut c'est onActivated, donc à l'activation du bouton si le joueur a bien dépensé les 10 d'or. Et je vais dupliquer ça, je vais rajouter un open, et je vais copier ce truc là, donc ça ici là je vais faire un copy, clic droit, paste. Là ce que ça va faire c'est que ça va unlock la porte, mais aussi l'ouvrir. Parce qu'avec le même événement on voit qu'il y a unlock, donc déverrouille, c'est à dire que là ça va déverrouiller, donc le joueur va avoir la possibilité d'ouvrir la porte, mais moi je veux directement que ça l'ouvre toute seule. Si je ne dis pas de bêtises, cet appareil a une petite spécificité qui n'est pas précisée. Le joueur, si vous mettez juste open, donc admettons que je ne mette pas ça, si j'avais ça comme ça, si c'est sur open et que je mets en unactivated, je crois que ça déverrouille quand même la porte et que la porte va quand même s'ouvrir. À vérifier, j'en suis pas sûr, mais dans le doute, je préfère mettre unlock et open. Là, on est sûr que la porte va se déverrouiller et l'ouvrir, c'est un peu plus logique. Tout va bien. Maintenant, c'est bien beau, la porte s'ouvre, mais comment est-ce que le joueur récupère de l'or? On pourrait avoir plein de systèmes différents. Dans notre cas, je vais faire en sorte que le joueur doive tuer des loups. Je dis n'importe quoi, il faut que le joueur il doive tuer des loups dans le petit environnement pour déverrouiller la maison. Comment on fait ça? On va trouver les loups, donc device, et on va aller plutôt dans AI. Donc AI c'est tout ce qui est IA, donc on peut voir qu'il y a des personnages, des zombies, un peu tout, et nous ce qui nous intéresse c'est un wildlife spawner, donc spawner de créatures, enfin de, oui, de vie d'animaux quoi. On va le mettre en plein milieu de la map, et on voit qu'on a un rayon bleu. Ce rayon bleu, il correspond en fait à la distance d'apparition, donc la zone d'apparition. Donc les loups vont apparaître dans cette zone. On va le configurer. Donc le type, on va laisser sur loup, mais on voit qu'il y a plein d'autres animaux disponibles maintenant sur Fortnite. Le biome variant, donc quelle variante du loup vous voulez mettre, si c'est les biomes, enfin si c'est les loups classiques, les médiévaux ou les loups de neige. Dans notre cas, je vais mettre les médiévaux. Le style me fait penser un peu à des loups médiévaux. Spawn count 4, c'est très bien. Spawn through walls. Donc là, si, admettons, dans ma zone, j'avais, par exemple, ma zone, elle était comme ça. Si cette option est activée, le loup va pouvoir spawn ici. Si je fais ça, il ne pourra pas apparaître à travers le mur. Donc moi, je vais le désactiver parce que de 1, je veux pas. Et de 2, j'en ai pas besoin parce que ma zone, je vais la placer comme ça. Ensuite, on va aller dans les settings avancés.
Holo Infinite Sprint, donc là c'est tous les paramètres du loup en eux-mêmes, c'est assez logique, ça va de soi, normalement vous comprenez, enfin tout s'explique tout bien tout seul. Le spawn radius qu'on peut changer juste ici, moi je vais bien le laisser à 10, il était bien. Tout ça je vais pas toucher, j'ai rien besoin, juste le nombre de loups à 4 ça me va. On pourrait changer leur PV aussi éventuellement quelque part j'imagine, mais dans mon cas ça ne m'intéresse pas, je vais vraiment laisser les loups tels quels. Le but c'est juste de gagner un peu d'or. Donc là, il n'y a rien à faire, les loups, si ils sont paramétrés comme ça, ils vont spawn tout seuls au début de la partie, avec le spawn timer, on voit qu'au bout de 3 secondes, ils vont spawn. Ce qu'on va faire maintenant, c'est par contre, c'est qu'on veut qu'ils nous donnent de l'or quand on les tue, pour pouvoir débloquer la porte. Pour faire ça, je vais utiliser un fournisseur d'objets, donc il va fournir des objets aux joueurs. Dans notre cas, ce sera pas de l'objet, ce sera de l'or, mais c'est compté comme un objet. Donc je vais aller dans Device, je vais taper Granter, donc c'est le nom de, je sais pas écrire, de l'objet. En français, ça s'appelle un fournisseur d'objets, mais si vous tapez Granter, normalement vous allez le trouver. Ce device là, vous pouvez le placer n'importe où parce qu'il n'a ni collision. Si je me mets en mode jeu, il a ni collision ni visibilité. Donc là, je peux le mettre là par terre, ça ne gênera pas. On le configure. On Great Action, donc action à la remise. Clear Inventory, c'est pas ce que je veux pas que l'inventaire se vide, je veux que le joueur garde tout ce qu'il a, mais juste qu'en plus ça lui donne de l'or. Grant tous les objets qu'il y a dans l'appareil. Mais dans le current ou grand dans notre cas c'est pareil parce qu'il n'y aura qu'un seul élément dans notre fournisseur. La liste d'objets à donner, donc moi je vais juste mettre gold. J'aurais pu mettre 10 pour avoir 10 d'or directement quand le joueur tue un loup. Moi je vais mettre 1 parce que là c'est la quantité pour un loup tué, c'est ce qu'on va configurer après. Donc je vais laisser sur 1 d'or. Et avancer, ce que je vais mettre c'est Grant on Cycle, donc donner au changement d'objet, vous pouvez le laisser activer dans ce système là, ça va pas changer, mais généralement le fournisseur d'objets en fait, s'il y a plusieurs objets dedans, il passe de l'un à l'autre, ou grâce à un événement ou tout seul. Et en fait si cette option est activée quand le fournisseur d'objets va changer d'objet, ça va donner l'objet au joueur, donc on veut souvent la désactiver, parce que généralement c'est pas ce qu'on veut. Donc autoriser, enfin activer au début du jeu, ça, tout ça oui. Cycle behavior, donc le cycle, par défaut il est sur stop, c'est-à-dire que le fournisseur va donner une fois l'objet et c'est tout. Nous c'est pas le cas, à chaque fois qu'on tue un loup, on veut avoir à nouveau cette pièce d'or, donc on va passer sur wrap. Et ensuite là il y a des détails, est-ce que l'objet tombe par terre? Oui, si l'inventaire du joueur est plein, enfin voilà, des choses comme ça. Vous pouvez regarder, moi c'est tout ce que j'ai besoin pour la configuration. Maintenant ce que je vais mettre c'est que là on voit que j'ai plein de fonctions. Moi la fonction qui m'intéresse c'est Plant Item, donc remettre l'objet. Petit plus, quel appareil va me remettre l'objet? En l'occurrence le device des loups. Là on voit par exemple, très bon exemple, là on voit que je peux sélectionner à travers si j'appuie sur T pour ma sélection de translucide. On voit que là je sélectionne le feu de camp, si je rappuie on voit que là je sélectionne les loups cette fois-ci à travers la transparence. Hop. Et maintenant qu'on a sélectionné ce device là, l'événement qu'on va vouloir c'est On Eliminated, donc à l'élimination du loup, Grant Item, remettre l'objet, remettre un d'or. Voilà. C'est le fonctionnement des devices est assez simple, mais il faut juste s'y habituer au début, c'est un peu perturbant, mais après ça va très bien. Donc là, cet appareil-là va nous remettre un à chaque fois qu'on tue le loup, donc on aura de l'or pour déverrouiller la petite porte. Problème étant, pour tuer un loup, il va falloir une pioche. Sauf que tout à l'heure, on a vu quand on était en jeu qu'on n'avait pas de pioche, qu'on avait uniquement notre main. Moi dans mon cas, je vais laisser les mains aux joueurs, je vais pas activer la pioche. Si vous voulez le faire, si jamais je monte parce que c'est souvent recherché, vous allez dans l'Island Setting, donc c'est les paramètres de votre île. Pour ceux qui ont fait du créatif avant, fallait dans le téléphone, il y avait une option en haut et vous avez paramètres de l'île, vous pouvez changer l'heure, le nombre maximum de joueurs, tout plein de choses comme ça. Et nous ici on a un device en fait qui est au centre de la map. Si j'appuie sur F, ça va focus l'objet, donc ça va m'indiquer où est l'objet, comme ça. Et on voit que dedans j'ai tout plein de trucs, donc max player, les équipes, beaucoup de paramètres, et nous on va rechercher pickaxe. Vous tapez pioche si vous avez l'UFN en français, et vous devriez trouver au bout d'un moment start with pickaxe, donc commencer avec une pioche, et ça va vous donner, vous aurez une pioche en fait à la place de vos mains. Donc moi je vais pas l'utiliser dans mon
cas, quoique, si, après on fera un système de farm, donc je vais la mettre, histoire de. Donc on peut déjà tuer les loups avec la pioche, mais c'est pas super pratique. On va peut-être plutôt vouloir faire donner aux joueurs au début un pistolet, une arme de base. Pour faire ça, on va pas réutiliser l'item granter, on va utiliser autre chose comme device. Donc on va aller dans item, ici c'est là où on voit ce qui permet de donner des objets. Dans notre cas, je vais utiliser une vending machine, faire comme une sorte de shop, donc un distributeur d'objets, que je vais placer comme une sorte de petite boutique derrière le joueur. Hop, donc je vais le tourner comme ça. Hop. Je vais en placer 3 je pense. Tac. Tac. Voilà. On les configurera juste après. Ce que je vais faire, c'est que pour que le joueur voit l'arme quand il spawn tout de suite, je vais faire un petit panneau de bois qui va montrer shop. Donc je vais configurer ça et ensuite je ferai le panneau. On va faire dans l'ordre. Juste ici, first item resource type. Donc le coup, en fait, il peut être en bois, en métal ou en pierre. En pierre ou en métal plutôt, et en or. Donc nous, notre premier objet du distributeur, il peut y avoir 3 objets dans le distributeur avec 3 prix différents. Donc on va uniquement utiliser le premier, donc cost of first item, donc du premier objet, ici on voit les points. On va mettre qu'il coûte 0 d'or, qu'il est gratuit notre pistolet, donc ici on va décocher, vu qu'il va être gratuit. Item list, on va mettre un petit... on va mettre un assault rifle, donc un fusil d'assaut. Et j'ai rien dit, en fait on va donner le joueur directement l'arme dans les mains, ce sera plus simple. Cost of first item, on va mettre 15, 15 or, et là on voit que on a bien quelque chose qui coûte 15 d'or. Juste ici, ce qu'on peut faire pour mieux visualiser les objets, on peut redéplier ça, on peut cliquer sur la petite loupe ici à côté de l'objet, ça va nous ouvrir la page des armes, comme ça, qui est toujours pareil dans un dossier, mais ça évite d'aller chercher. Donc là, on va prendre ce distributeur là, on va cliquer sur plus à item list pour ajouter un élément dedans, et on va cliquer uniquement sur celui-là pour ajouter uniquement dans celui-là une première arme, donc je réouvre avec CTRL espace, le content, et je vais mettre, ce serait pas mal de pouvoir avoir un pompe vert, ici, et puis là je vais mettre quelque chose comme, je sais pas moi, une SMG, un truc assez fort, une SMG épique, pardon, peu n'importe quoi. J'ai cliqué sur les deux, l'objet on a dit qu'on le payait en gold, et le coût je vais mettre que ça va être par exemple 50, hop, pour ça, je vais sélectionner uniquement celui-là, et celui-ci ça sera 25, la moitié, ça sera entre les deux. Donc là voilà, on a la possibilité d'acheter nos objets juste comme ça. Ce que je vais rajouter maintenant, c'est que le joueur au départ, on va lui donner tout de suite quand il commence la partie un pistolet gris. Comme ça, il n'aura pas rien, il aura quelque chose. On va mettre un deuxième fournisseur d'objets que je vais mettre à côté de la plaque du joueur, de spawn du joueur. Donc on va laisser les mêmes paramètres, on va déplier ici, et là on va mettre pistol. On va essayer de trouver un pistol L1. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas du tout précisé, vous voyez que sur les armes, à chaque fois, elle est écrite en plusieurs fois. Vous l'avez peut-être compris, mais il y a L1, L2, L3, L4, L5. Ça correspond aux raretés. L1, c'est gris. Là, c'est vert, bleu, épique, violet, légendaire. Et ensuite, vous avez d'autres raretés, comme par exemple L6, qui est, si je dis pas de bêtises, mythique. Ensuite, vous avez, je suis très mauvais en rareté, hein, L7 qui doit être exotique, mais c'est ces armes-là. Et je crois que L8, il n'y a rien qui existe. Non, il n'y a rien qui existe. Puisqu'il y a simplement mythique et exotique. Après, il n'y a pas plus. Donc, un pistolet assez nul, qu'on peut tout laisser pareil. Juste, on va changer rent item, donc remettre l'objet. Non plus quand on tue un loup. Ça n'aurait aucun sens d'avoir un pistolet quand on tue un loup. On va reprendre la pipette, mettre la plaque d'apparition du joueur, player 1 spawn pad et on player spawn. Le truc c'est que là si le joueur il meurt, il va réapparaître, donc ça va lui redonner un pistolet, donc c'est pas ce qu'on veut. Dans ce cas là, cycle behavior, au lieu de mettre drop, on va mettre stop pour que ça donne l'arme uniquement une fois et qu'ensuite il se stoppe et que l'appareil ne serve plus. On a des armes, il nous faut des balles. Soit on peut aller dans Island Setting et mettre les balles en infini,
soit on peut faire une boutique, rajouter des distributeurs et mettre des balles dedans. Dans notre cas, je vais prendre la solution de facilité, juste mettre des balles, ça sera plus simple. Donc je vais taper MO, en français vous tapez Munition, Infinite Reserve MO, vous cochez et vous aurez une réserve de munitions infinie. Si vous cochez Infinite Magazine MO, ça veut dire que votre magasin de balles, donc votre chargeur sera infini. Vous n'aurez pas besoin de recharger, c'est ça que ça veut dire. Hop, on ferme ça. Donc là on a un pistolet, de l'or quand on tue les loups, la possibilité d'acheter les armes et de déverrouiller. C'est déjà pas mal. Je vais supprimer le bouton et la faille, donc je vais Shift la faille, appuyer sur Shift pour sélectionner la faille et le bouton en même temps, et je vais appuyer sur ma touche supprimer pour supprimer les deux, puisque c'était pas très pertinent d'avoir ces deux choses là ici. C'était pour l'exemple. Hop. Une dernière chose qui pourrait être pas mal, c'est de rajouter quelques bonus dans l'environnement. Moi par exemple, je vais aller sur Fortnite, je vais taper bonus, je vais mettre un petit bonus de PV si jamais je tombe low et que j'ai plus de vie. Donc j'ai pas accès aux bonus comme ça, c'est pas très grave. On va aller ici si je vais dans Device, je devrais trouver quelque chose qui s'apparente à des bonus. Comme ça. Ah, les power, pardon, bonus en français, excusez-moi. Les power up en anglais. Donc je vais mettre un health power up juste ici. On va peut-être là-bas pour combler le coin, allez. Ouais, peu importe. Il sera caché là. On va le monter un petit peu. Hop, je le déplace. Tous les paramètres sont bons. On voit que là, effect magnitude, ça met 20. Ça augmente la vie de 20. Ça me paraît ok. Time to respawn 15 secondes. Je vais plutôt mettre 35. Toutes les 35 secondes, on peut le prendre pour récupérer 20 HP. Ça me paraît ok. Hop. Bah écoutez, on va déjà tester tout ça. Donc ce qu'on va faire pour être sûr que toutes les modifications, même si là on voit que les machines elles sont là, le pistolet il est là, ça a l'air d'être bon. Pour éviter tout bug, on va push change, donc envoyer les modifications à la session. Et vous allez voir que d'un côté là ça va charger, donc envoyer, et de l'autre ici, vous allez être en train de recevoir, donc mode modification mise en place, envoi. Et vous allez voir qu'elle va recharger en fait. Ça va vous refaire un écran de chargement pour recharger votre session tout comme il faut. Étant donné qu'on a mis dans les paramètres tout à l'heure que notre session se lance tout seul, le jeu sera lancé automatiquement dès que vous allez push votre session. Et voilà quoi. Autre chose que je vois que là on a oublié, c'est qu'on n'a pas enlevé la collision sur le petit device, puisque je l'ai mis en plein milieu de la porte, je n'y ai pas pensé. Deux solutions, soit on peut le mettre sur le mur de la porte, puisque bah, en fait ça compte quand même, soit on peut lui enlever les collisions. Pas ici, mais plutôt là. Collision preset, on va mettre nos collisions. Dans notre cas, on va juste le décaler, ce sera plus simple. Donc, après avoir rechargé la session, on va voir ce que ça donne directement en jeu. Donc, hop, on va lancer. On voit qu'il y a des animaux, on voit que j'ai bien mon pistolet, les machines avec l'or en rouge parce que je n'ai pas assez d'or. On voit que j'ai rien. Hop, je peux tirer sur les loups. Là, on voit que j'ai bien gagné un seul d'or. Donc, je vais essayer d'en tuer plusieurs pour pouvoir déverrouiller la maison. Quelque chose que j'aurais pu faire que j'ai pas pensé, c'est afficher l'or à côté de mon métal pour que ce soit un peu plus intéressant, que je puisse suivre plus simplement. Mais là on voit que j'ai 7 d'or pour le moment, donc je vais encore tuer 3 loups. Hop. Hop là. Là maintenant par contre ils vont m'attaquer. J'aurais pu faire un bouton qui désactive les loups. Donc là on voit que la porte elle est complètement verrouillée, je ne peux pas l'ouvrir. Par contre si je fais... Là, il va falloir que je me défende. Ouais, j'aurais dû mettre une limite d'apparition. Si je fais unlock, on voit que la porte se déverrouille et s'ouvre comme il faut et que je peux accéder à la maison. Donc là tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des améliorations. Déjà on voit, problème sur ce type de map là, ce serait intéressant de désactiver les dégâts. Là quand je tire ça met des dégâts partout, c'est pas terrible.
Ensuite les loups, il y en a mais ce serait bien d'avoir des phases de loups. Que des fois je puisse avoir une pause pour m'acheter des armes, ça pourrait être pas mal. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on va directement arrêter le jeu. On va retourner en UFN. Hop. Une autre chose qu'on va faire c'est désactiver la construction. Donc on peut le faire avec plusieurs manières, des zones, des volumes, enfin il y a plein de manières de le faire, mais moi je vais le faire dans les island settings directement, donc build. Hollow building je vais mettre none, donc on pourra rien construire du tout. Je vais quand même laisser traps only si jamais on rajoute la possibilité d'avoir des pièges dans la map. Et j'ai dit que j'allais display le nombre d'or qu'on a sur l'écran, donc gold. Et infinite gold surtout pas, mais show gold resource count, bah ça oui du coup. C'est pour afficher le nombre d'or qu'on a directement sur l'inventaire. Hop. Ensuite, on va probablement faire un petit système tout simple qui va nous faire une sorte de phase pour les loups. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un temps de début déjà pour explorer la map avant que les loups spawnent. Donc on va cliquer sur les loups. Donc on va décocher Enable on Game Start, donc activer au début du jeu. C'est pas ce qu'on veut. On va les désactiver au début et on va rajouter un petit chronomètre. Donc on va juste aller sur Fortnite Timer ou chronomètre en français. Hop, on va sortir un timer device que je vais poser par là-bas. On pourrait le rendre invisible, de mon cas je vais choisir de l'assumer et de le tourner, donc E pour revenir widget, W pour passer à ça. Et je vais le monter, je vais le mettre en plus gros, là, et essayer de le matcher avec la petite ligne du mur. C'est très simple, hein, évidemment il y a moyen de faire bien mieux, mais on est ici pour juste comprendre le fonctionnement de l'UFN. Donc on va pas laisser 60 secondes, mais je dirais 10 secondes. Et on va mettre timer name, get ready, get ready, ça suffira. J'ai pas d'inspiration pour le sujet, j'aurais pu mettre get ready for wolf attack ou quelque chose comme ça. Can interact, donc est-ce que le joueur peut interagir pour arrêter le chrono? Maintenant. Activate team only, tout ça, blablabla. On va l'enlever, on n'en a pas besoin. Show on UHD off, donc ça nous le mettra. Si, non, au contraire. Show HD on pour que ça nous l'affiche à l'écran. Use persistent, il n'y en a pas besoin. Et pour le reste, c'est tout bon. Donc je vais sélectionner les loups. Je vais mettre, vu que j'ai mis disable, enfin j'ai enlevé le enable on game start, maintenant il va falloir les activer manuellement. Donc on va ajouter un événement à enable. On va choisir comme device que ça vienne du chronomètre. Et l'événement ça va être on success. Alors pourquoi le succès? Le chronomètre a une fonction particulière, c'est-à-dire que vous avez un événement d'achèvement. C'est-à-dire que quand le chronomètre se lance, quand il arrive à sa fin, il va déclencher un événement. Soit une défaite, soit un succès, soit il y a un truc intermédiaire, je crois que c'est égalité ou je sais plus comment ça s'appelle en français. En général on utilise success. Donc en fait cet événement success il va juste dire que bah voilà le chronomètre est terminé, ça compte comme un success. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Display time in, dans mon cas, on voit que c'est en minutes secondes, je vais juste le laisser en secondes, ça sera un peu plus esthétique, ça sert à rien d'avoir des zéros qui de toute manière seront toujours à 0. Et le color, je vais mettre une petite color bien sympathique, petite pipette, arbre, je vais essayer de prendre un orange de l'arbre, un truc un peu qui aille dans le thème quoi. Voilà, je vais vérifier que le chronomètre se lance en game start, donc il me semblait que j'avais oublié, start at game start, donc le chronomètre va se lancer dès que le jeu va se lancer, donc on aura vraiment que 10 secondes. C'est un peu court, je vais mettre 15, allez. Hop. Et je vais mettre une limite d'apparition au loup. Donc spawn count, on voit que là il y en a 4. Ce que je vais faire c'est total spawn limit. Je vais désactiver le spawn infini et je vais mettre la limite totale, elle sera à... voyons voir, j'ai 50, 75, 90, 100, besoin de 100 d'or pour finir ma map. 100 d'or ça fait 20 loups tués je crois. J'ai donné combien? J'ai donné un seul de gold. Bon, je vais peut-être monter un peu, allez. Hop, on monte en 5 gold. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que dans le fournisseur que j'ai donné, j'ai augmenté la quantité de 1, donc 1 par loup, à 5 par loup. Et là, loup, du coup, spawn total limite, ça veut dire qu'il n'aura pas spawné plus de 20 loups. Au bout de 20 loups, cet appareil va se désactiver. Ça nous propose pas de push change parce qu'on a fait que des petits push. On va directement de game start. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc on voit que j'ai bien mon timer en haut.
Pourquoi est-ce que lui il apparaît là? N'en tirons pas compte, on va pas en tenir compte je pense, parce que c'est pour n'a pas push. Et je n'ai pas affiché le texte get ready au bon endroit, il aurait pu s'afficher devant le timer. Mais ça c'est pas très grave. Et on voit que du coup il y a bien le loup qui apparaît. D'ailleurs il y en a que 2, je crois qu'il y en a 4. Et ils mettent 3 secondes à spawn entre chaque coup, pardon. Hop, on va les tuer. Et il devrait y en avoir jusqu'à 20 du coup j'ai dit si je dis pas de bêtises. Et on voit qu'à chaque fois ça me donne bien 5 du coup. Hop, on va finir tous les tuer rapidement. Là je suis bientôt à la fin vu que j'ai 70 d'or. Il doit pas me rester beaucoup de loups à tuer. Je vais reprendre ma vie avec le petit bonus. Comme ça on aura le temps de le voir respawn. J'aurais aussi pu utiliser le feu de camp d'ailleurs qu'on n'a pas désactivé. Et on a toujours la possibilité de l'utiliser. Hop, et du coup celui-ci le dernier. Voilà. Donc là voilà, j'ai tout mon or, donc je vais pouvoir encore une fois déverrouiller la cabane. Hop, sans beaucoup de problèmes. Ainsi que les machines. Donc la PM, ça et ça, qui fonctionnent avec l'infini évidemment. Et on voit aussi qu'on met plus de dégâts aux structures, qu'on peut pas construire. On voit que ça me met impossible de construire. Et voilà. Donc il y a plein de choses possibles. Là j'ai fait un mode de jeu très simple, très rapide. Une des améliorations, ce serait de replacer ça comme il faut. Donc là je pense qu'il suffirait d'envoyer les modifications. Puisque là il n'y a pas de raison qu'il soit là-bas par terre. Je sais pas pourquoi il est là-bas. J'ai mis le get ready, je me suis trompé, je l'ai mis dans le timer name. Je vais plutôt le mettre dans le timer running text. Donc le texte pendant que le timer est en cours. Comme ça va me l'afficher devant le temps. Donc je l'aurai sur l'UHD, l'UI, l'écran du joueur, pardon. Et enfin, la plaque de spawn, on peut la mettre en visible in-game, plutôt non. C'est pas super esthétique, je trouve, de voir l'emplacement de spawn. Bon, après, voilà, c'est pas non plus... Mais on peut désactiver ça, et là on voit bien que j'ai le get ready avec les 12 secondes, ce qui est quand même un peu mieux. Hop, donc voilà, on voit que c'est... L'UFN, ça paraît compliqué au départ, mais quand on apprend, c'est assez simple. C'est pas... En fait, tout est très intuitif dès qu'on commence à aller un peu dedans. Au début, c'est vrai que ça fait peur, c'est plus du tout comme Fortnite avec le créatif 1.0. Mais vous voyez que là, en, je sais pas, 1 heure, peut-être avec le montage, la vidéo durera. Moi, j'irai que pendant quoi, 3 heures, je crois. On voit qu'on arrive à créer des petits environnements comme ça, tout simples. Ça va vite, il suffit d'apprendre, comprendre les devices. Il y a encore énormément de choses à apprendre. Là, c'est vraiment la toute base. Mais on voit qu'on peut déjà faire des petits environnements sympathiques. Et puis les améliorer petit à petit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description si vous avez des questions dans les commentaires. Je suis pas sûr de les voir. Vous venez sur mon Discord, vous m'identifiez. Je vous mon profil juste là en capture d'écran. Vous m'identifiez et vous me posez vos questions. De préférence avec des screens, voire des vidéos quand vous pouvez, ça me permet de vous aider plus vite. J'essaye de vous répondre vite. Et puis j'essaierai de faire un salon pour les créations aussi. Comme ça vous pouvez poster un petit peu les créations que vous faites. Sur ce, je vous souhaite de bonnes créations et à bientôt.